J'en profite aussi pour mentionner que demain, sur le même créneau horaire, nous organisons une autre table ronde, qui est aussi dans cette même salle d'ailleurs, sur le sujet de la résilience du système énergétique en France. Et donc, comme intervenant, nous aurons Marie-Pierre Cassagne du collectif Toulouse en transition, Maxence Cordier, qui est un ingénieur dans le domaine de l'énergie, et Benoît Thévard, qui a tenu le blog Avenir sans pétrole et est impliqué dans les collectifs de villes en transition. Donc cette conférence-ci d'aujourd'hui est sur le sujet « Peut-on conjuguer sobriété énergétique et Green New Deal ?» Donc un peu le sujet du lien entre économie et énergie. Et notre intervenante qui était prévue au programme, Zeynep Karaman-Klaus, s'est malheureusement désistée au dernier moment en raison d'une contrainte familiale à laquelle elle ne pouvait pas échapper. Donc nous avons un intervenant remplaçant qui s'appelle Thierry Caminel. C'est lui que nous allons attendre pour commencer. Mais en attendant, je vais déjà vous présenter notre autre intervenant qui s'appelle François Briens, qui est du coup ingénieur, qui s'est spécialisé dans le domaine de l'énergie et qui a ensuite obtenu un doctorat en macronomie et prospective et, sur l'étude des scénarios de décroissance. Il est également co-auteur d'un rapport qui s'appelle Decoupling Debunked, c'est-à-dire le découplage démystifié. Et quand on dit découplage, on parle de ce fameux couplage entre PIB et énergie, dont nous allons expliquer de quoi il s'agit pendant cette conférence. Et il est également membre d'une association qui travaille à la réappropriation démocratique de la recherche, qui s'appelle Sciences Citoyennes. Voilà, je ne sais pas si François, tu veux dire quelques mots en attendant Thierry, ou si tu préfères attendre. Bonjour à tous, merci d'être venus, nombreux. On peut peut-être attendre Thierry pour commencer, après je ne sais pas si... Pour introduire un petit peu sur la question de l'énergie, donc l'énergie, s'il fallait la définir, c'est la capacité à faire quelque chose, c'est la capacité à se mouvoir, à effectuer un travail, voilà. Et l'énergie, c'est quelque chose qu'on utilise en permanence, dans toutes nos activités, et qui... Enfin voilà, il y a une équivalence activité-énergie, activité économique et énergie consommée. Et donc les questions énergétiques sont intrinsèquement liées aux questions économiques. On ne peut pas traiter l'une sans traiter l'autre, sans voir les répercussions sur l'autre. Donc c'est pour ça qu'on va un petit peu aborder des questions économiques au cours de cet amphi. Donc sur les usages différents de l'énergie, on s'en sert pour se chauffer, on s'en sert pour se transporter, on s'en sert pour... Ouais, merci. Voilà. Donc voilà, l'énergie on s'en sert pour se chauffer, pour se transporter, pour produire, les industries s'en servent, pour effectuer des modifications chimiques de matériaux, donc pareil dans les processus de production chimique. J'ai une très bonne nouvelle, Thierry est arrivé. Donc je prends le temps de le présenter du coup également. Donc Thierry Caminel, il est membre de l'Institut Momentum. Il s'intéresse aux liens entre énergie, technologie et croissance depuis une dizaine d'années. Il est co-auteur du livre « Produire plus, polluer moins, l'impossible découplage » qui date de 2014. Et par ailleurs, il est également ingénieur dans le domaine de l'intelligence artificielle, big data, Internet des objets, voilà. Super. Donc c'est Thierry qui avait envie de nous faire une petite introduction. Donc on vient de dire en quelques mots que l'énergie c'était très fondamental pour tout dans la société. Et donc maintenant Thierry va nous expliquer pourquoi en fait il nous faut faire décroître nos consommations d'énergie et dans quelle mesure. Ouais, merci. Alors l'énergie, il y a 2 raisons au moins pour lesquelles il faut la faire baisser. La première, c'est le climat, c'est le CO2, vous le savez.
Vous voyez les nouvelles, la banquise qui fond, l'effondrement, il y a des incendies partout, des méga incendies. La situation est absolument très très critique. Si on veut tenir les objectifs qu'ont signé la France et la plupart des pays de réduction, que ce soit l'accord de Paris, stabilisation à plus de degrés, au-dessus des moyennes pré-industrielles, il faut une baisse des émissions de CO2 de 5% par an. 5% par an à partir de maintenant, hein. On n'attend pas 30 ans, à partir de maintenant. Donc c'est considérable. Or, il se trouve qu'une très large partie de CO2, 80% des émissions de CO2, c'est lié une bonne partie au niveau énergétique par des centrales au charbon, au fioul et au gaz. Donc il faut faire baisser ça. La seconde raison, c'est que ces 80%, c'est un stock, et donc ça va se réduire qu'on le veuille ou non. Il faut réduire avant qu'on ne soit obligé de le faire, notamment le pétrole et le gaz. Le charbon, il hélas trop. Il faut savoir que le pétrole, le pic de production de pétrole conventionnel, celui qui est facile à trouver, il est passé, il y a 10 ans, en 2008. Tout ce qui est le pétrole, la plupart des pays du monde maintenant ont passé leur pic de production, c'est-à-dire même s'ils veulent, ils ne peuvent plus produire davantage. Hein, que ce soit la Norvège, l'Écosse, le Mexique, la plupart des pays du monde. La Russie a passé son pic de production sûrement l'an dernier ou il y a 2 ans. Donc ça va arriver. La plupart des spécialistes pensent que le pic de production tout liquide, en allant gratter au fond des océans, en prenant les sables bitumineux, les shale oil, etc., sera d'ici 2030, d'ici 10 ans. Ça va aller très très vite. Personnellement, je pense qu'il est déjà passé. On a eu le premier pic, actuellement ça baisse. Le maximum qu'on a eu jusqu'à ce jour était en novembre 2018, avant le Covid. Voilà, jusqu'ici pour le moment. Moi je ne pense pas qu'on le dépasse. Quoi qu'il en soit, si on le dépasse, ce ne sera pas de beaucoup. Donc il y a urgence. Donc il va y avoir d'ici 10 ans, 15 ans un maximum, de nouveau des crises pétrolières, comme il y a pu y avoir en 1973, en 80, en 2008. Donc ça fait 2 bonnes raisons pour lesquelles il faut éviter ce genre de choses de manière subie en tout cas. Alors, il y a 3 moyens de le faire. Pour faire ce genre de choses, éviter ça, on peut réduire les consommations par l'efficacité énergétique, ça c'est le meilleur moyen, par la sobriété, et en tout cas pour l'aspect CO2, on le fait aussi par une substitution. On peut substituer les énergies fossiles par des renouvelables ou des énergies bas carbone. Alors, pour donner les ordres de grandeur, vous avez un très bon scénario, du moins, c'est le scénario négawatt, que tout le monde connaît ici, puisqu'il est partie prenante du programme. Donc, les ordres de grandeur sont les suivants. Pour le scénario négawatt, avec des hypothèses quand même assez fortes, quand même, 18 000 éoliennes, division par 2 du cheptel bovin, enfin, vous voyez que des trucs, c'est quand même pas... Il faut se le gagner, quand même, pour le convaincre les gens. Il faut une division... Il prévoit une division par 3 de la consommation d'énergie primaire dans les 20-25 prochaines années. Division par 3, à quelque chose de près. Ce qui revient, si vous faites la régression, à une baisse environ de 4% par an. 4% par an en énergie primaire. À partir de maintenant, hein, on n'attend pas. Hein. Voilà. Donc c'est les deux chiffres qui sont à peu près corrélés. 4%, il faut faire moins 5% pour le CO2, pour satisfaire les objectifs climatiques que l'on s'est donnés, moins de 4% sur l'énergie primaire. Voilà. La question, c'est quels seront les impacts sociétaux au niveau de la croissance, au niveau du PIB. Mais sur ce, je donne la main à François. Merci. Alors, peut-être développer un petit peu plus sur la raison pour laquelle l'efficacité énergétique ne peut pas tout faire. Il y a plusieurs raisons sur lesquelles, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut penser qu'il va falloir réduire la consommation d'énergie et réduire peut-être aussi ce qui crée la consommation d'énergie, c'est-à-dire l'activité économique. Donc on l'a dit tout à l'heure, l'énergie, ça sert à se chauffer, à se transporter, à produire, et puis à l'ensemble de nos activités. Pour donner des ordres de grandeur, grosso modo, en termes d'énergie finale, il y a
à peu près la moitié de l'énergie qu'on utilise, c'est pour des usages de chauffage. Alors, c'est le chauffage des bâtiments et puis le chauffage au niveau industriel pour tous les processus industriels thermiques. Un tiers de nos consommations, c'est pour le transport. En grande partie, le transport routier et puis le transport automobile, une grande partie de ce transport routier aussi. Donc, ces usages-là sont des usages qui sont assez ancrés, qui dépendent d'une infrastructure matérielle qui, elle, n'est pas facilement changeable du jour au lendemain. La durée de vie d'un bâtiment, c'est 60, 80 ans peut-être pour certains. La durée de vie d'une automobile, c'est une vingtaine d'années. La durée de vie d'une centrale à charbon, c'est une quarantaine d'années. Donc voilà, on a une sorte de verrouillage technologique quelque part qui fait que si on mise sur le progrès technologique pour provoquer ces changements le plus rapidement possible, ça va quand même prendre un certain temps, à moins de mettre à la poubelle des tas d'actifs qu'on considère encore valables ou dans lesquels on vient d'investir, et donc avec des coûts économiques assez importants. Donc le progrès technique a plusieurs types de limites. Donc il y a cette question d'inertie. Il y a la question également de ce que le progrès technique peut faire. Quand on parle par exemple de voitures électriques pour résoudre le problème de la mobilité, à l'heure actuelle, les analyses de cycle de vie montrent qu'on peut gagner à peu près un quart, un tiers peut-être d'émissions de gaz à effet de serre en remplaçant le parc automobile diesel et essence par parc automobile de véhicules électriques. Un quart, un tiers, c'est pas suffisant, quoi. En 2050, si on veut respecter les objectifs climatiques pour réduire l'élévation de la température à 1,5 degré, on devrait viser plutôt moins 90% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc voilà, on n'est pas... L'ampleur de ce que permet le progrès technique à l'heure actuelle est clairement en deçà des objectifs climatiques. Il y a aussi que le progrès technologique, les anglo-saxons appellent ça « reaping the low-hanging fruit ». En gros, on cueille les fruits les plus facilement accessibles. Donc les solutions technologiques les plus abordables, les plus faciles, les moins coûteuses sont déjà mises en pratique dans la plupart des cas. Et il reste finalement à mettre en pratique les solutions qui sont les plus coûteuses, les plus technologiquement complexes, celles dont le gain marginal que l'on peut espérer par ces innovations va être de plus en plus faible. Donc il y a un rendement marginal décroissant de l'innovation technologique. Donc on peut en espérer de moins en moins dans le temps. Autre chose aussi, les solutions technologiques parfois transforment le problème en un autre problème. C'est-à-dire par exemple, pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre, on peut penser au nucléaire, on transforme un problème climatique en un problème de gestion de déchets radioactifs, de centralisation de l'énergie, etc. Enfin, tout un tas d'autres questions. Pour la biomasse, on peut penser à tout ce qui est biodiversité, particules fines également aussi d'ailleurs. Enfin, voilà, donc on va avoir tendance par les solutions technologiques à faire muter les problèmes en d'autres formes de problèmes, et finalement à diversifier l'éventail des nuisances face auxquelles on a de plus en plus de mal à arbitrer, puisque chaque jour on se rapproche un peu davantage d'une autre limite planétaire. Donc les problèmes technologiques posent aussi ces problèmes de transformation des problèmes plutôt que de résolution. Et puis il y a aussi des problèmes d'effet rebond avec l'efficacité énergétique. C'est-à-dire, les effets rebonds, c'est un phénomène qui correspond à l'augmentation de l'usage d'une technologie du fait de la réduction des limites à son utilisation. Ces limites pouvant être d'ordre organisationnel, technique, économique, etc. Par exemple, l'automobile, c'est un excellent exemple. Plus le progrès technologique a amélioré l'efficacité énergétique des automobiles, plus elles sont devenues faciles à utiliser. Il n'y a plus besoin de démarrer en tournant la manivelle. Elles sont de plus en plus faciles à utiliser. Elles coûtent, la consommation de carburant coûte de moins en moins cher. Donc finalement, on peut les conduire de plus en plus longtemps. Donc ça, c'est des effets d'ordre direct, mais il y a aussi des effets d'ordre indirect, c'est-à-dire l'économie de carburant que l'on a fait sur l'automobile peut très bien être investie ensuite dans un billet d'avion pour partir en vacances aux Maldives. Donc c'est des effets de second ordre, on appelle ça. Et puis on peut aussi considérer des effets rebonds d'ordre plus grand, de troisième ordre, des effets dits macroéconomiques, où en gros, l'automobile s'est développée de telle façon qu'elle est devenue finalement une sorte de monopole technologique sur la façon de se déplacer des gens. Elle a remplacé les autres modes de déplacement, la marche, le vélo, le cheval, etc.
au point de devenir le mode dominant. Et du coup, on a organisé l'espace et aménagé les espaces publics en fonction de l'existence de l'automobile. Et donc l'automobile, qui était une option, est devenue finalement un moyen obligé, quelque part, pour les gens de se déplacer. Et à partir de là, puisqu'on a organisé l'espace en prenant en compte la possibilité d'utiliser la voiture et que ça a créé cette obligation d'utiliser la voiture, on a créé un autre effet rebond dans le macroéconomique, qui est qu'on a créé des distances de déplacement que seule la voiture ne peut franchir au final. Donc on a généré une hypermobilité par l'amélioration technologique mise au profit des automobiles. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais on peut aussi trouver des effets rebonds sur le chauffage dans les logements. Plus les logements sont efficaces, plus les gens ont tendance à relaxer un peu les normes de confort et à les chauffer davantage. Donc finalement, les gains technologiques qu'on peut espérer dans l'isolation des bâtiments aussi ne sont pas aussi importants que ce que théoriquement on estime. On l'observe dans la pratique. Donc voilà, les effets rebonds, c'est quelque chose qui est à prendre en compte, qui n'est pas facilement quantifiable, surtout à l'échelle macronomique, mais qui existe et qui a des effets vraiment considérables. Qu'est-ce que je veux dire d'autre aussi? Ah oui, le progrès technique a d'autres facettes aussi. C'est-à-dire qu'il peut être utilisé pour améliorer l'efficacité énergétique, mais pendant qu'on crée des technologies qui améliorent, qui réduisent les consommations d'énergie, le progrès technologique va aussi diffuser d'autres technologies qui, elles, par contre, vont permettre de consommer davantage d'énergie. Enfin, la recherche et le développement crée autant d'obsolescence et donc de mise au rebut d'appareils qu'elle crée des appareils plus performants également. On peut penser à quoi? On peut penser quand on prend le problème de la question de l'énergie renouvelable, par exemple, un exemple qui est assez parlant, la plus grosse solaire centrale thermodynamique au monde actuellement est utilisée pour faire de l'extraction améliorée de pétrole. Donc on utilise de l'énergie renouvelable pour améliorer l'extraction du pétrole. Donc tant que la société ne se met pas dans un paradigme de réduction de consommation de l'énergie, tout gain d'efficacité énergétique est susceptible d'être mis à profit pour produire davantage et non pas pour polluer moins. Donc voilà, il y a un ensemble de raisons pour lesquelles on est en droit de se poser la question, est-ce que l'efficacité énergétique pourra faire la différence? Et vraisemblablement, sans sobriété, sans une réduction de la demande à la base de la consommation énergétique, ça va être difficile, quoi. On ne pourra pas résoudre la crise écologique comme ça. Je voulais juste rajouter un petit mot pour dire que là, du coup, on est dans un raisonnement qui est très, très général et abstrait, mais en fait, c'est un raisonnement qu'on peut évidemment reproduire secteur par secteur et on obtiendra les mêmes résultats. Ainsi, par exemple, il y a un rapport qui est sorti récemment sur la question du transport aérien. Et donc, ils ont étudié pour le domaine du transport aérien qu'est-ce qui était faisable et qu'est-ce qui n'était pas faisable dans ce domaine. Donc, ils ont étudié les possibilités de gains énergétiques donc en travaillant sur l'aérodynamique des avions, des nouveaux modèles, des nouvelles motorisations. Ensuite, ils ont travaillé sur les perspectives de décarbonation de l'énergie. Donc, est-ce qu'on peut faire voler des avions à hydrogène, à batterie ou à carburant de synthèse? Et les réponses étaient que, en prenant en compte qu'on pouvait espérer des gains d'efficacité compte tenu de la trajectoire historique et en prenant en compte le fait que les technologies de décarbonation, même si elles arriveront sans doute trop tard par rapport aux problèmes climatiques que nous avons devant nous, eh ben, le constat est le même, ça ne va pas suffire, ces solutions-là ne vont pas suffire, donc on va être obligé de diminuer notre usage du transport aérien. Et donc voilà, c'était pour illustrer le fait que ce raisonnement général se retranscrit en raisonnement sectoriel. Du coup, je propose maintenant à François ou à Thierry, comme vous le souhaitez, de nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que l'équation de Kaya et du coup commencer à faire un premier lien entre ces gains possibles d'efficacité qu'on attend et le PIB pour voilà, nous expliquer quels sont les... Si on intègre la contrainte climatique, quelles conclusions en découlent?
Alors, ouais, l'équation de Kaya, c'est quelque chose c'est une petite équation toute simple qui permet d'isoler un petit peu les principaux facteurs qui déterminent les émissions de gaz à effet de serre. Donc on décompose, on dit voilà, les émissions de gaz à effet de serre, c'est égal à la quantité de CO2 produite par unité d'énergie consommée multipliée par la quantité d'énergie consommée par personne multipliée par le nombre de personnes. Alors, la population, c'est un facteur. On ne va peut-être pas rentrer dans le débat ici. Enfin, c'est une question un peu taboue d'ailleurs, mais qui mérite discussion. La quantité d'énergie consommée par personne, c'est un autre facteur. Et la quantité de CO2 émise par unité d'énergie consommée, c'est un autre facteur. Donc cette quantité de CO2 émise par unité d'énergie consommée, c'est ce qui va être plutôt de l'ordre technique, technologique. Enfin, c'est la question du mix énergétique. Quelle énergie on utilise et du coup, est-ce que c'est l'énergie fossile? Est-ce que ça va être de l'énergie renouvelable? Et voilà. Donc il y a ce facteur-là. Il y a le facteur quelle est la quantité d'énergie qu'on utilise par personne. Ça, c'est une grande partie comportementale. Il y a aussi de la technologie là-dedans, mais du coup, c'est quels sont les modes de vie que l'on choisit d'avoir et quelles sont les consommations économiques qui engendrent les consommations énergétiques en question. Si on décompose si on prend ces différents facteurs et qu'on regarde les différentes tendances, alors c'est un petit peu ce que Thierry proposait tout à l'heure. Donc, si on prend par exemple une croissance de la population, alors je vous redis juste les chiffres de la tendance actuelle. Voilà. En gros, la population au niveau mondial croît d'environ 0,8% par an. Le PIB par tête croît d'environ 1,3% par an. Et l'intensité CO2, la tendance observée depuis les années 1990, c'est une décroissance des émissions de CO2 par unité de PIB de moins 0,6% par an. Si on prolonge la tendance jusqu'en 2050, on obtient finalement une augmentation des émissions de CO2 de plus 56% en 2050 par rapport à 2020. Donc, clairement, il faut infléchir la tendance. Si on vise une division par 10 des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, ça veut dire qu'il faut une réduction de la quantité de CO2 émise par unité de PIB de moins 9,5% par an, soit à peu près 15 fois le rythme actuel de décroissance. Voilà. Donc, voilà, ça donne un peu un ordre de grandeur de la différence de rythme qu'il faut produire, quoi. Il y a aussi une version plus simple. Cette équation de Kaya se tourne de plusieurs façons. Et on peut aussi uniquement, puisqu'on a vu que l'intensité, lorsqu'on appelle l'intensité carbone de l'économie est très proche de ce qu'est l'intensité énergétique de l'économie. Et ça parce que l'essentiel de la production énergétique, elle est carbonée, hein, hélas. Donc les deux sont à peu près similaires, donc on peut uniquement raisonner sur l'intensité énergétique du PIB. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout faire pour décarboner, bien sûr. Si on regarde ça, alors l'équation de Kaya se peut simplifier sous forme très simple, qui est la croissance du PIB, la variation du PIB, est égale à la variation de l'efficacité énergétique de l'économie, d'accord, plus... Non, excuse-moi. Je suis désolé. Donc la variation de la consommation énergétique, d'accord, est égale à, d'accord, à la variation de la consommation la variation de la consommation énergétique est égale à la variation du PIB plus la variation de l'efficacité énergétique du PIB. Voilà, ça marche dans ce sens-là. Ça marche très bien. C'est-à-dire que actuellement, vous avez une amélioration de l'efficacité énergétique qui est quelque part, alors au niveau mondial, c'est un peu plus que ce que tu dis, c'est 0,7% par an, ou 0,6% par an chance. Au niveau de certains pays comme la France, puisqu'on a quand même pas mal décarboné parce qu'on a envoyé toute la fabrication des machins à l'étranger, et on fait un peu mieux, donc on est à 1,5% par an. Donc c'est l'amélioration de l'efficacité énergétique que l'on a dans nos pays.
c'est pas énorme non plus. Voilà, donc vous prenez ces facteurs-là. Si vous voulez, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, scénario négawatt, faire en sorte d'avoir une réduction de la consommation d'énergie primaire de moins 4% par an, ça veut dire que votre PIB, globalement, doit baisser au moins, allez, même les hypothèses les plus optimistes, dans les 2% par an. Voilà, c'est ce que dit l'équation de Kaya. 2% par an. C'est quand même une sacrée récession. Pendant 20 ans, hein, pas juste demain, après-demain, pendant 20 ans. Voilà. C'est une autre façon de dire un peu l'équation de Kaya et qui montre un peu le challenge que l'on a. Il y a une autre façon de le voir, on n'a pas eu le temps de préparer les projecteurs, quoi que ce soit. Ce lien, cette efficacité de l'énergie, de l'intensité énergétique de l'économie mondiale. Alors, le terme un peu technique, c'est la variation de l'intensité énergétique du PIB. C'est quasiment son taux d'amélioration, hein, ces fameux 0,6, 0,7%, c'est une constante. Depuis 1950, voire voilà, c'est une droite. Si vous mettez sur une droite une XY d'un côté, en abscisse par exemple, les consommations d'énergie primaire mondiale et en ordonnée le PIB, ça forme une droite absolue, une droite parfaite. Ça veut dire que le taux d'amélioration du progrès technique, de l'amélioration technique, de l'amélioration énergétique de l'activité du PIB, de l'efficacité énergétique, etc. Ce taux-là est une constante. Et il est une constante depuis 50 ans. Il ne bouge pas. Il n'y a pas le début de commencement de fluctuation. Vous ne voyez pas sur les courbes la révolution Internet, les transistors, les machins, rien. Ça ne se voit pas. Voilà. Donc, imaginez que ça va significativement changer dans l'avenir. C'est un risque, c'est une hypothèse de ne pas prendre. Voilà. En fait, quand on y réfléchit, tout ça, ça peut s'expliquer par, en fait, qu'est-ce que ça veut dire que le PIB ? Parce qu'en fait, on dit souvent, quand les personnes qui partagent un petit peu les idées de notre famille politique, disent souvent que le PIB n'est pas un bon indicateur et qu'il faudrait en changer pour avoir un indicateur qu'on souhaite optimiser. Alors qu'on ne souhaite pas forcément continuer à faire croître le PIB parce que il n'y a pas que l'argent qui fait le bonheur, et on dit souvent qu'il faudrait remplacer le PIB par un indicateur qui serait plus corrélé au mieux vivre de la population. Mais en fait, qu'est-ce que le PIB mesure ? Il mesure l'activité économique, le nombre d'échanges de capitaux, les valeurs ajoutées, le travail fait par les gens. Donc en fait, c'est logique qu'il soit très bien corrélé à la consommation d'énergie, parce que, comme on l'a dit en introduction, l'énergie, c'est au final notre pouvoir de transformer le monde. C'est ce qui fait qu'on va pouvoir déplacer des choses, chauffer des choses. Donc en fait, c'est logique que toute activité économique nécessite de l'énergie. Du coup, le PIB est un indicateur qui a quand même son utilité, puisqu'il permet de retranscrire ça et de voir que nos activités économiques sont des activités physiques. Mais la fameuse dématérialisation tant vantée avec l'arrivée du numérique ne se voit pas, ne produit pas d'effet. C'est quand même des activités physiques qui ont lieu. Alors, ouais, s'il y a 2-3 questions de compréhension à ce stade, on peut faire une petite pause et les prendre avant d'avancer. Alors, je vais vous amener le micro, comme ça tout le monde pourra entendre dans la salle. Merci. Par rapport au fait que, par exemple, le travail domestique n'est pas du tout pris en compte dans le PIB, en fait, du coup, votre indicateur, il est quand même défaillant, parce que, par exemple, le fait que un parent va aller chercher ses enfants à l'école, ça rentre pas dans l'activité économique. Le fait que, je sais pas, on va faire à manger, ça rentre pas dans l'activité économique. Enfin, pas directement, du moins. Et du coup,
l'intégralité du PIB n'est pas reconnue, alors même que l'activité humaine, du coup, n'est pas reconnue, alors même que, du coup, ça... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je me permets de répondre, parce que c'est une question qui revient assez souvent. Effectivement, le PIB, il y a plein de choses qui sont utiles à la société qui ne sont pas prises en compte le PIB. Mais quoi qu'il en soit, le PIB quand même est une bonne mesure de l'activité, de l'impact qu'a l'humain sur les écosystèmes via l'énergie. Voilà, c'est ça le truc. Et après, on peut prendre en compte d'autres indicateurs. Ça n'empêche pas. Prendre en compte le corriger, mettre des indicateurs de bonheur, etc. Il faut le faire, sans doute. Ça n'empêche pas que le PIB tel qu'il est, qui est juste une mesure statistique, existera encore. On pourra toujours le mesurer. On peut mesurer le PIB. Il y a des historiens qui mesurent le PIB de l'Empire romain. Ouais, il y a pas, voilà. Et il doit baisser. C'est le point. Ça veut dire, ça s'appelle, appelons un chat, hein. Certains appellent ça post-croissance, accroissance, décroissance, ainsi de suite. Ça s'appelle une récession. Ouais, c'est ça qui va se passer. Ça ne veut pas dire parce qu'on sera en récession qu'on vivra moins bien. Peut-être qu'on ira effectivement davantage chercher nos enfants à l'école et plein de services très utiles. Mais c'est ce mode de pensée-là qu'il faut être. On va rentrer dans des mondes en récession. Donc l'indicateur PIB va baisser. Qu'on le veuille ou pas. Et il vaut mieux qu'on le souhaite. Sinon, ça arrivera d'une façon ou d'une autre. Il va baisser si on prend politiquement le choix de le faire baisser. Aussi. Non, moi, je ne suis pas d'avis de dire que le PIB est un bon indicateur ou quoi que ce soit. Le PIB est un indicateur qui mesure la somme des activités, des valeurs ajoutées produites par l'économie, qui est comptabilisée monétairement. C'est le résultat de conventions statistiques établies par des comptables nationaux, des conventions qui font que ça exclut une certaine part du travail domestique, en effet, que ça ne prend pas en compte la destruction des richesses, etc. Ce n'est pas un indicateur d'économie, c'est juste que c'est un indicateur qui est extrêmement corrélé à des indicateurs c'est pas un indicateur énergétique, pardon, c'est un indicateur qui est extrêmement corrélé à des indicateurs de consommation énergétique pour tout un tas de raisons qui sont des raisons physiques, qui sont des raisons... c'est vraiment de la cause à effet, c'est pas juste de la corrélation en fait. Voilà. Quand il y a une création de valeur ajoutée, il y a une production de je ne sais pas, quand on fabrique la chaise par exemple, voilà, il y a une production de métal, il y a une mise en forme, il y a un ensemble de processus qui qui consomment de l'énergie. De la même manière, quand on est dans le secteur des services, les services sont aussi extrêmement consommateurs d'énergie, mais alors on la voit beaucoup moins puisque les services reposent en grande partie sur une infrastructure qui elle est tout à fait matérielle. Les services nous paraissent immatériels, mais ils ne le sont pas. Ils reposent sur les data centers, sur l'informatique, sur un ensemble de flux d'informations qui nécessitent aussi des consommations énergétiques. Donc voilà, l'ensemble des activités économiques nécessite une consommation énergétique qui ne peut pas décroître indéfiniment pour la même quantité d'activité économique. Et donc, si on accepte de considérer le fait qu'il faut réduire la demande énergétique à la base, c'est-à-dire qu'il faut accepter de réduire la production, l'activité économique, et ça nécessite donc de réorganiser nos sociétés, puisque à l'heure actuelle, à chaque fois qu'il y a une récession, ce que l'on observe, c'est le chômage, la dette qui explose, l'inégalité qui parfois explose aussi, même si en temps de croissance, elle explose encore plus vite, mais c'est une autre. On ne va pas rentrer dans le détail. Avant la question suivante, je voulais juste compléter un peu parce que je trouvais que les exemples choisis étaient intéressants parce que du coup, le travail domestique a beau ne pas être rémunéré. Donc si la maman qui va chercher ses enfants à l'école le fait en voiture, la voiture a quand même été payée, l'essence mise dans la voiture a quand même été payée et ça se retrouve dans le PIB. Pareil, quand elle fait à manger, ça fait une facture de gaz ou d'électricité qui apparaît quand même dans le PIB. Donc ce n'est pas complètement invisible du point de vue du PIB. Du coup, on va prendre peut-être une deuxième question et après on va enchaîner. Merci. J'ai une question. Est-ce que la crise de 2008 est bien sûr une conséquence de la chute du PIB, mais est-ce qu'elle est corrélée à une surconsommation ou sous-consommation d'énergie ? Ça, c'est une très bonne question. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il se trouve que le pic
de production du pétrole conventionnel est arrivé en 2008. Alors c'est un grand débat, savoir si c'est une coïncidence ou il y a ou une causalité. Alors, je donne mon point de vue de mes lectures. Après, vous trouverez des gens économistes qui diront le contraire, évidemment. Mais ce qu'on a vu, moi, je m'intéressais beaucoup au pétrole à cette période-là, depuis 2003, 2004, 2005, ainsi de suite. Et on avait anticipé, les gens qui suivaient ça de manière assuivie, le fait que les réserves de pétrole conventionnel étaient en train de baisser. Il y avait eu des livres là-dessus, on s'en envoyait, etc. Donc, la hausse du prix du pétrole fin 2007-2008 est liée sur des raisons physiques. Sur des raisons physiques. Parce qu'à un moment, l'Arabie Saoudite ne pouvait plus produire davantage. Voilà, ça ne s'ira plus. Ensuite, il y a eu tout un effet déclenchement qui était, pas prévu ni par les uns les autres. Une des conséquences, par exemple, qui elle avait été anticipée, c'était le fait que le pétrole augmentant, le prix du pétrole, ça a été très sensible pour la middle class américaine qui dépend de la voiture, qui habite dans les suburbs, à 50, 65 km de leur lieu de travail, qui dépendent absolument de la voiture pour aller au boulot, qui s'étaient également très endettés avec les subprimes et compagnie pour acheter leur maison. Et alors là, il y a eu une de ces mauvaises surprises, effectivement le fait que, voyant leur prix forcé de déplacement pour aller bosser augmenter du fait de la hausse du pétrole, mais du coup, ils n'ont plus remboursé leur logement. Et là, bon, ça partit en couille. Voilà. Donc, c'est le genre de phénomène. Il y a plusieurs. Donc, c'est le prix du pétrole, à l'occurrence, et donc la raison physique a été un déclencheur pour d'autres phénomènes, enclenchant plein de choses, et puis des choses qui sont liées à d'autres phénomènes, comme la titrisation, etc., etc. Voilà. Et c'est ce genre de choses qu'on va avoir de plus en plus dans l'avenir. Ok, donc on a parlé de PIB et on a expliqué qu'il était assez bien corrélé à la consommation d'énergie. Du coup, ça c'est quelque chose qu'on connaît sous le nom de couplage, et donc inversement, le phénomène de découplage, c'est la théorie selon laquelle on pourrait espérer défaire cette corrélation, ou tout du moins la diminuer. En fait, il y a deux termes. On parle de découplage relatif pour dire qu'on pourrait augmenter le PIB en faisant moins augmenter la consommation d'énergie que ce qu'on faisait jusqu'alors. Et on parle de découplage absolu pour dire qu'on pourrait même espérer faire augmenter le PIB en faisant diminuer les consommations énergétiques. Donc ça, c'est des théories. Est-ce que vous voulez élaborer un petit peu sur ces théories de découplage et les possibilités de les réaliser, ou est-ce que vous pensez en avoir déjà parlé un petit peu précédemment ? C'est un petit peu ce qu'on a discuté juste avant. En fait, on va dire que le discours mainstream est de dire bon, il y a des impacts écologiques, il y a une partie de la population qui pense que c'est lié à l'activité économique, etc. La question, c'est comment on va découpler l'impact de l'activité économique avec l'activité économique elle-même. C'est-à-dire comment on arrive à continuer de faire de la croissance économique tout en réduisant ce que les économistes appellent des externalités, qui sont en fait partie intégrante du processus de production. Et donc comment on arrive à découpler cette croissance économique de ses impacts. Donc il y a cette hypothèse qu'on appelle l'hypothèse du découplage et qui mise énormément sur le progrès technologique, et pour tout un tas de raisons, j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, on a de bonnes raisons de mettre en doute cette hypothèse. Alors historiquement, le premier truc qu'il faudrait faire, c'est regarder est-ce que dans les faits on a déjà observé un découplage entre croissance économique et consommation d'énergie, par exemple, entre croissance économique et émissions de gaz à effet de serre. Alors, on a, avec quelques autres chercheurs, on a fait un rapport qui s'appelait le Decoupling Debunk, que tu as mentionné tout à l'heure, qui est une sorte de méta-revue de littérature où en gros on a regardé toutes les études qui avaient été faites sur la question du découplage et qui étudiaient si oui ou non il y avait découplage dans un cas, dans un pays, sur une zone géographique par rapport à tel ou tel impact environnemental, etc. Alors on a ce qu'on a vu, ce qu'on a constaté dans les différentes études, c'est que alors pour la question des matériaux, entre croissance économique et consommation de matériaux,
il n'y a pas de découplage. Depuis les années 2000, même, l'économie est de plus en plus intensive en matériaux. On consomme de plus en plus de matériaux par unité de PIB au niveau mondial. Ça s'est ralenti dans les années 2000, ça commence à augmenter maintenant. Au niveau de l'énergie, il y a des cas de découplage relatif, mais pas absolu, ou alors absolu mais sur des périodes courtes, pendant la crise économique notamment. Découplage relatif, ça veut dire qu'on consomme moins d'énergie par unité de PIB, mais on en consomme toujours de plus en plus au fur et à mesure que la croissance continue. Il y a quelques cas, il y a un cas de découplage absolu qui a été un peu estampillé arnaque. C'est la Suisse, par exemple, où des chercheurs ont recalculé non plus la consommation énergétique dans les limites des frontières de la Suisse, mais en prenant en compte l'empreinte énergétique de l'économie, c'est-à-dire en prenant en compte le contenu en énergie grise, c'est-à-dire l'énergie que l'on importe par les échanges internationaux, et en réallouant donc le contenu énergétique des importations à la Suisse et en leur enlevant le contenu énergétique de leur exportation. Et alors du coup, en comptabilisation en empreinte énergétique, en fait, l'empreinte énergétique de la Suisse a continué d'augmenter pendant que sa comptabilisation en territoire national était en train de diminuer. Donc du coup, il y a tout un tas d'externalisation de ces consommations. On appelle ça de l'outsourcing, enfin ce que vous voulez, mais bref, on transfère les activités les plus polluantes dans d'autres pays du monde qui ont des réglementations moins strictes ou l'énergie moins chère, etc. Et finalement, on arrive comme ça à des bilans à peu près positifs. Donc voilà pour l'énergie. Pour le CO2, c'est pareil, on a des découplages relatifs, mais pas absolus, ou alors sinon que dans une échelle, dans un périmètre géographique donné, mais pas à l'échelle mondiale. On a regardé pour la biodiversité, c'était pareil. Enfin bref, jusqu'à maintenant, donc ça fait quand même plus de 3 décennies de tentatives de croissance verte et de tentatives de découplage, il n'y a pas d'exemple empirique de découplage vérifié qui soit absolu à l'échelle globale, qui soit d'ampleur suffisante par rapport aux objectifs climatiques ou de maintien de la biodiversité, etc. Enfin bref, pour le moment, le bilan n'est pas positif, quoi. Donc on est quand même en droit de dire que non, il va falloir à un moment donné arrêter de parier sur le découplage. C'est un pari extrêmement risqué qui entraîne la survie de l'humanité quand même dans son sillage, donc c'est pas rien. Et il va peut-être falloir envisager d'autres modes de fonctionner. Et d'autres modes de fonctionner, ça veut dire d'autres modes de fonctionner en réduisant les consommations énergétiques, en réduisant donc l'activité économique qui la crée. Et du coup, comment peut-on organiser une société sur la base d'une activité économique ralentie, modifiée, mais en tout cas réduite, avec moins de flux marchands, moins de flux de matériaux, moins de flux d'énergie, etc. Donc comment on arrive à s'organiser socialement sans créer de chômage, sans faire exploser la dette publique, sans faire exploser les inégalités. Enfin, la question qui se pose, voilà, c'est comment on s'organise socialement pour ça. Alors, il y a plusieurs personnes qui réfléchissent sur ces questions-là, notamment toutes les personnes qui travaillent un petit peu sur la question de la décroissance, sur les politiques de décroissance. Et je ne sais pas si tu donc voilà, sur la question de l'emploi, typiquement, il y a plusieurs paramètres qui entrent en compte, mais si on réduit l'activité économique, logiquement, on réduit la quantité de temps de travail nécessaire. Mais il y a aussi le paramètre de l'intensité en travail de l'économie. Si on veut se passer de pétrole, peut-être qu'on va devoir remplacer du pétrole et de l'énergie fossile par de l'énergie humaine. Peut-être qu'il va falloir remplacer certaines machines par des activités plus manuelles, redevenues un petit peu plus artisanales. C'est une question. Est-ce que l'on veut artisanaliser et désindustrialiser quelque part certaines productions pour les rendre plus respectueuses de l'environnement? Il y a d'autres facteurs aussi qui vont jouer. Il y a la transformation du secteur énergétique qui est une nécessité parce que l'efficacité énergétique et la sobriété ne suffiront pas. De toute manière, il faut sortir des énergies carbonées parce que enfin, si on veut respecter les engagements climatiques et être dans une planète encore un peu vivable, c'est quand même la base. Donc il va falloir décarboner le secteur de l'énergie et pour ça, il va quand même falloir un certain montant d'investissement pour de l'énergie renouvelable, pour de l'isolation, pour des modes de transport doux, pour des pistes cyclables, enfin un ensemble d'investissements et d'infrastructures et donc de travail aussi qui vont être nécessaires. Mais la transition va créer du travail, mais la réduction d'activité économique nécessaire
va très probablement conduire à une réduction globale de la demande en heures de travail supérieure. Donc du coup, il va falloir peut-être réfléchir à comment on organise une société qui, à la base, est organisée sur le travail avec beaucoup moins de travail. Comment on se partage le temps de travail? Est-ce qu'on réduit le temps de travail? Est-ce qu'on fait une société à 2 vitesses avec des gens qui travaillent, d'autres qui ne travaillent pas, mais qui du coup touchent quand même un revenu pour vivre? Enfin, comment on s'organise? Voilà, ce sont des questions politiques qu'il faut se poser. Alors il y a plusieurs personnes qui proposent des solutions. Alors bon, pour la réduction du temps de travail, de toute façon à long terme c'est la seule solution robuste de réduction du chômage, mais ça ne doit pas être envisagé. Enfin, la réduction du temps de travail, de mon point de vue, ne doit pas être envisagée que comme une solution utilitariste au problème du chômage. La réduction du temps de travail doit être un projet politique. La réduction du temps de travail, c'est quand même l'augmentation du temps autonome, du temps des activités librement choisies et autodéterminées. Et ça, en soi, c'est un axe de programme politique, quoi. Donc voilà, voilà pour l'emploi. Sur la question se pose aussi, quand on réduit le PIB, la question du financement de l'État-providence. Est-ce que l'État-providence survit à la récession et à la décroissance du PIB? Parce qu'actuellement, à peu près 85 à 90% du budget de l'État est basé sur la création de valeur ajoutée, directement ou indirectement, ou sur la production. Une question? Pardon, désolé. Bon, je finis vite fait là-dessus. Donc voilà, quand on a à peu près 90% du budget de l'État qui est basé sur la production de valeur ajoutée, on veut que cette production de valeur ajoutée diminue pour pouvoir revenir dans les limites planétaires, alors du coup, comment organise-t-on les services publics? Que fait-on de la santé, les retraites, la protection sociale de manière générale, l'éducation, voilà. Donc du coup, comment on arrive à fonctionner? Est-ce qu'on essaie de sortir du système monétaire, du financement monétaire de ces services-là? Est-ce qu'on peut s'organiser collectivement? Est-ce que l'on peut utiliser des monnaies-temps, par exemple? C'est une proposition qui a été émise il n'y a pas très longtemps par différents chercheurs. En gros, par exemple, on pourrait fournir des heures de travail à la collectivité qui seraient rémunérées, en monnaie-temps, qui pourrait permettre de payer les impôts après, par exemple. Et cette monnaie-temps, en fait, ces heures de travail pourraient être fournies pour faire fonctionner les services publics. Voilà, c'est une proposition parmi plein. On le Thierry compléter un peu et après on va prendre les deux questions. On prendra les questions. Juste pour compléter, on voit bien que les problèmes sont tellement monstrueux de changement qu'en fait on est dans le déni. Parce que ce qu'on a raconté là, on le sait même plus depuis 30 ans, on le sait depuis 48 ans. Rapport Meadows, 72. C'est ça, hein. Tout ce qui a été raconté, c'est écrit dans le rapport de Meadows, ou Georgescu-Roegen, pareil, dans les mêmes années, 72, 73, etc. On le sait, on le sait. On a répondu à Meadows pendant 40 ans, on lui a dit oui, le progrès technique permettra de faire ceci, oui, le capitalisme permettra de ceci, etc. Ça ne marche pas. Ça fait 48 ans qu'on le sait, qu'on le voit, qu'il n'y a pas du tout d'amélioration de l'intensité de l'efficacité énergétique du PIB, de l'intensité CO2 du PIB, on le voit. Et pourtant, on est toujours dans ce déni. Parce que c'est compliqué. Parce que changer, imaginer une récession heureuse, etc., c'est compliqué. Voilà. Donc il faut voir ce facteur temps. Il faut regarder les préhistoires pour imaginer tous les biais cognitifs que nous, chacun, même à titre individuel, c'est difficile de s'imaginer avec moins de pouvoir d'achat, moins de ceci, moins de cela. Moi, je prends pour moi aussi. Tous, donc c'est ça qui explique quelque part ce blocage, un des facteurs du blocage que l'on est, parce que le diagnostic, on l'a depuis 50 ans. Et tout se passe comme prévu. Je vais aller prendre les questions. Alors, je vais tricher un peu, j'ai plusieurs questions. Je suis désolé. Je vous conseille de les noter par contre, parce qu'elles vont être un peu chiantes. Alors la première, vous y avez un petit peu répondu, mais je pense que l'angle est un chouïa différent. Donc voilà, si on part d'une hypothèse de décroissance, donc une des façons de construire le PIB, c'est de faire la somme des salaires, tout simplement. Donc, de façon globale, une décroissance, ça veut dire une baisse des salaires, et vous l'avez dit un petit peu, une baisse du pouvoir d'achat. Ma question, c'est, est-ce que vous pensez qu'il y a une faisabilité politique à cela? Vraiment. C'est-à-dire, est-ce que, je prends la France Insoumise ou autre chose, mais est-ce qu'on peut vraiment arriver au pouvoir en disant, finalement, ce qu'il faut, c'est une baisse du pouvoir d'achat, de façon détournée? Première question. Deuxième question, on a un peu parlé aussi de ça, en parlant des 32 heures, etc. Mais concrètement, l'amélioration, les progrès sociaux ont beaucoup été la conséquence de la hausse de la productivité.
C'est-à-dire que moi, je ne fais pas ma bouffe, mes vêtements, mon eau, etc. Je fais des services, je suis dans l'informatique aussi. Donc ça, c'est permis par la hausse de la productivité qui est elle-même une conséquence directe de la production, de la densité énergétique, disons. Donc si on dit qu'on atteint un pic de production, est-ce qu'on peut se dire que c'est la fin des grands progrès sociaux? Deuxième question. Et la dernière, plus courte, sachant que la fermeture du parc nucléaire aujourd'hui, et on parle de la fermeture de Fessenheim en ce moment, entraînera plutôt une hausse de l'émission des gaz à effet de serre, ce qui est peu débattu. Comment justifier ou compenser cette dette carbone supplémentaire dans des temps où l'on peine déjà à être à 1/5 de la hauteur? Waouh. Non mais c'est le enfin, voilà, les 3 questions sont excusez-moi, je réponds parce que c'est vraiment le cœur des questions qu'on se pose tous. Hein. Enfin, en tout cas, moi que je me pose, que tout le monde se pose. Hein. Donc là, on va arriver sur des choses qui sont plus personnelles. Jusqu'ici, on était assez factuels et puis et d'une expérience. Moi, ça fait 10-15 ans que je milite là-dessus et donc, pour répondre à la première question, je pense qu'on n'arrivera pas à convaincre les gens qu'il faut moins de pouvoir d'achat, moins de retraite, moins de machin, ainsi de suite, etc. Bon, voilà. Cela étant, ça va arriver. C'est-à-dire, c'est pas un choix. Je veux dire, personne, aucun homme politique n'est capable de créer une réserve de pétrole ou de charbon. Elles sont comme elles sont. L'énergie pour extraire ce pétrole-là, il est ce qu'il est. Elle est ce qu'elle est. Voilà, on ne peut pas changer ça. Donc, à un moment ou à un autre, le pétrole d'abord, 10 ans plus tard, le charbon, le gaz, ça va baisser et le charbon, les retours énergétiques ne sont pas terribles. Donc, ça va arriver. Donc, le truc, mon point de vue, c'est qu'on n'arrivera pas à convaincre. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est par l'éducation, par développer d'autres stratégies, au moins semer les idées, les tentatives locales, tout ça qui permettront quand vraiment on sera obligé, parce qu'on aura du pétrole moins, on aura des crises économiques liées au pétrole, éviter au moins que le pire arrive. Alors, vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus sur l'imaginaire tel qu'on l'a depuis 2 siècles, depuis 3 siècles. L'imaginaire comme quoi d'un progrès, que chaque génération aurait plus, ceci, etc. Non, il faut passer sur un imaginaire du moindre mal, des pentes de moindre mal. Le pire peut arriver. Le pire, dire disparition de la vie sur... Enfin, voilà, carrément, s'il y a un emballement du climat, ou des dictatures qu'on n'aura jamais imaginées, quoi, des guerres, des famines, enfin, des trucs terribles. Donc c'est ça. Éviter... Voilà. Donc, oui, donc, voilà, c'est très, très, très personnel. Enfin, c'est mon raisonnement depuis quelques années, quoi, là-dessus. Passer sur et faire tout mettre en place pour arriver sur des trajectoires de moindre mal. Voilà. Ce qui répond en partie aussi à l'aspect nucléaire. Tu vois, on peut considérer que avoir un socle d'énergie décarboné, relativement local, etc. Ben voilà. C'est plutôt, de mon point de vue, c'est plutôt du côté des trajectoires de moindre mal. Voilà. Après, il y a d'autres conséquences. Voilà. C'est très... telle est mon analyse, mais je suis prêt à en débattre très longtemps. Je répondrai juste sur la question du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est défini par les ressources, c'est défini par les prix. La question des prix, elle est politique. Si on ne s'attaque pas à la question des prix, on laisse filer, mais on se fait manger, quoi. Regardez les prix de l'immobilier, le poids moyen dans le revenu des ménages, dans la consommation des ménages, il a doublé en moins de 50 ans. Si on ne s'attaque pas à la question du prix de l'immobilier, qui est quand même l'une des grosses dépenses des ménages, le pouvoir d'achat, on pourra toujours en parler, mais ça n'aura pas de sens, quoi. Donc le pouvoir d'achat, il y a plusieurs choses. Il y a déjà, qu'est-ce que l'on choisit de soumettre au marché et donc de devoir acheter. Et en fait, l'achat, c'est un mode de distribution des ressources. Il y a d'autres façons de répartition. Il y a d'autres façons de se répartir le ressources. Il y a les communs. Les communs, ça ne passe pas forcément par le marché, ça ne passe pas forcément par la monnaie, etc. Ça ne passe pas par de l'achat forcément. Ça passe par une autogestion, un faisceau de droits d'une organisation collective, pas une communauté. Et c'est quelque chose qui n'entre pas dans la notion de pouvoir d'achat. Donc, il y a d'autres façons de... Enfin, bien sûr, ce ne sera pas politiquement très vendeur de dire on va vous vendre une décroissance du pouvoir d'achat. Par contre, on peut très bien avoir un pouvoir d'achat décroissant avec
une amélioration de la qualité de vie, avec une amélioration des services, avec une amélioration de manière générale de l'ensemble du cadre de vie, enfin, avec une amélioration du lien social, avec un ensemble de choses. Donc, le terme même de pouvoir d'achat pose mal la question, il oriente la pensée d'une façon qui est vraiment qui est faite pour une économie de marché et une économie de croissance d'ailleurs. Mais ouais, il y a peut-être d'autres questions. Est-ce qu'il y a une femme qui a une question? Oui. C'est pas une réponse parce que je n'ai pas de réponse, mais je trouve que depuis le début de ces interventions, tout ce qui est dit avec un côté négatif qui ne risque pas de faire changer le choix des gens face à effectivement des changements nécessaires. Donc je pense qu'il faut peut-être avoir une imagination capable de produire un discours différent, sortir d'un discours scientifique. Non, c'est pas les petites... non, pas du tout. Mais... Ah d'accord, bon. Oui, parce que on est dans la récession, on est dans le négatif, Or, on s'est rendu compte quand même, c'est pas très vieux, on va tous mourir de toute façon, donc on a peut-être intérêt à faire des choix qui nous permettent de vivre avec un peu plus de sérénité quand même. Et on s'est aperçu dans la période du confinement que les gens ont fait, pour certains, probablement ceux qui ont les meilleures conditions de vie, ils ont fait une pause. Ils se sont dit, mais merde, tout compte fait, est-ce qu'on est si heureux que ça d'aller faire les courses tous les samedis pour jeter la moitié du frigidaire dans la poubelle la semaine suivante parce qu'on ne s'en est pas servi, pour acheter des choses inutiles, etc. Donc je crois qu'il faut qu'on essaie d'avoir un discours un peu plus poétique, un peu plus littéraire, et ça nous permettra de respirer. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi j'ai un background de scientifique, donc forcément je suis habitué à parler en termes scientifiques, cartésiens, voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a une chose qui est essentielle et qui manque pour vraiment emmener la société vers une trajectoire de décroissance, c'est des narratifs, c'est des histoires. Et pour ça, on va avoir besoin de l'art, on va avoir besoin du cinéma, on a besoin de gens qui nous racontent des sociétés qui fonctionnent basées sur la sobriété. Et à l'heure actuelle, on a des récits de dystopie futuristes où tout s'est mal passé, ça s'est effondré, etc. Ou alors dans ce cas, on a des récits tout aussi utopistes où tout se passe bien, il n'y a plus de problème d'énergie, la technologie nous a sauvés, etc. Et on n'a pas de scénario basé sur l'organisation humaine, la recréation d'une société à la mesure de l'homme, basée sur la sobriété, la réciprocité, le partage, etc. Et ça, on a vraiment besoin d'avoir des arts, du cinéma, de la littérature. Enfin, on a vraiment besoin de gens qui nous fasse imaginer de futurs possibles, quoi. Alors, vous êtes super nombreux à avoir des questions, c'est super, je suis très contente que vous soyez déjà nombreux à être présents et ensuite très intéressés et très impliqués. Je vais juste vous faire dire un mot sur ce qu'on appelle Green New Deal, juste pour qu'on finisse un peu d'aborder les sujets qu'on avait prévu de nommer dans le titre de la conférence. Et après, je pense qu'on sera juste... limité par le fait que vous aurez à choisir entre nous et Adrien Quatennens, puis entre nous et Jean-Luc Mélenchon, mais après on pourra prendre les questions, promis. Et donc juste, on entend beaucoup émerger actuellement dans l'espace politique l'idée d'un Green New Deal qui est l'idée d'un plan de relance écologique. Donc il y a dedans il y a l'aspect écologique qui est, je pense, assez consensuel auprès de tout le monde. Et maintenant, l'aspect de relance, du coup, comment l'envisager à l'aune de tout ce qu'on vient de discuter précédemment? Est-ce qu'on peut espérer que ça ait un effet, du coup, sur l'économie globale, ou est-ce que ça va juste, le fait de relancer certains secteurs, contraindre davantage encore les autres secteurs à décroître plus fortement? Voilà, je voulais juste entendre vos avis à tous les deux sur la question, et après on passe aux questions du public, c'est promis. Oui. Bon, le Green New Deal, quelque part, on en a parlé. C'est le nouvel avatar de la croissance verte. Voilà, nouveau, c'est-à-dire Green New Deal. New Deal, donc c'est bien en référence du New Deal de Roosevelt en 29, enfin 31. Donc de nouveau un rebond là-dessus, donc un rebond de l'activité économique et de la croissance. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher.
Un Green New Deal, dès qu'il y a l'hypothèse comme quoi il va y avoir croissance, pour ajouter verte, écolo derrière, on s'en fout. Ça ne marchera pas. Voilà. Donc c'est encore l'avatar lié, parce que changer de monde, changer d'imaginaire, c'est bien beau, je suis d'accord avec toi, mais c'est compliqué. Donc, et les gens qui promettent le Green New Deal ne sont pas dans cet imaginaire-là. Et beaucoup de gens, et les partis politiques, c'est compliqué on l'a vu, c'est compliqué de vendre un discours décroissant. Il ne faut pas jeter la pierre à tout le monde non plus. C'est compliqué. Voilà. Donc, ils vont se planter. Quand on regarde les détails du Green New Deal européen, par exemple, c'est 100 milliards pour investir, pour importer davantage de gaz russe. Hein, par exemple. Ben oui, il faut bien. Et pour regarder les détails, il faut regarder les détails, quoi. Hein. Ça ne marche pas. Il y a, dans la feuille de route de la déléguée européenne à l'énergie, le mot pétrole n'apparaît pas. Le mot pétrole n'apparaît pas. Un truc qui sur lequel on va plafonner maintenant ou d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans maximum. C'est l'urgence absolue de se considérer le pétrole quand même. Ah non, au lieu de ça, on va parler d'hydrogène. Non mais on est sur une planète, quoi. Hein. Allez, on va François, je te laisse compléter, et puis peut-être aussi si vous aviez un mot pour dire qu'est-ce qu'il faudrait faire. Du coup, plutôt que de parler de Green New Deal, de quoi faudrait-il parler C'est facile de critiquer, c'est beaucoup plus difficile de proposer. Je continuerai donc dans la critique. Non, le Green New Deal, c'est vraiment cette idée de relance encore. Mais qu'est-ce qu'on relance? Enfin, il y a l'idée de garder les gens au travail. Pour moi, c'est un peu le reflet d'une société qui est effrayée par les gains de productivité qu'elle a et par la quantité de temps libre qu'elle est capable de libérer, mais qu'elle se refuse à libérer. Les gains de productivité nous permettraient de vivre en travaillant beaucoup moins, en vivant sobrement et en ayant énormément de temps libre. Et une grosse partie de nos politiques vise à essayer d'occuper au maximum ce temps libre par une production supplémentaire. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il faut absolument de la croissance. Il faut absorber cette quantité de chômage créée par les gains de productivité. Donc du coup, c'est un peu le monde sur la tête pour moi. Mais Alors, pour ce à quoi remplacer, il faut remplacer la relance par la résilience. C'est-à-dire, on n'est plus sur un truc où on essaie de rebondir, on essaie de ne pas trop s'écrouler trop vite. Voilà, de ne pas rentrer dans le mur trop vite. Mais les gens, si on raconte, je veux dire, il y a un discours à faire, je suis d'accord que c'est un discours pessimiste, je suis d'accord. Présenté comme ça, en quelques minutes, il peut l'être. Mais quelque part, chacun a envie à ce que ses enfants, ses petits-enfants vivent sur une planète vivable. Et présenté comme ça, on serait sans doute prêt à prendre moins l'avion, la bagnole, machin, ainsi de suite. Si on le présente comme ça, c'est-à-dire présenter le fait que si on veut que nos petits-enfants, nos enfants, habitent sur une planète habitable, il faut que nous, on consomme moins, on prenne moins l'avion, on mange moins de viande, etc., etc. Et que les politiques font le truc aussi à leur niveau. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Je ne suis pas d'accord pour dire que c'est pessimiste. Enfin, je veux dire... Non, mais... Alors, c'est pessimiste qu'on reste dans le même carcan en parlant toujours de moins 2, mais enfin... faut bien, ce moins 2, c'est du temps libre en plus, c'est des activités différentes. Donc pour moi, il n'y a pas trop de problème à le vendre. Enfin, quand on regarde, il y a deux sondages qui ont eu lieu en 2019 qui sont quand même assez parlants. Il y avait des questions, c'était pensez-vous que, la technologie va vous sauver, que pour résoudre la crise climatique, en gros, il va falloir changer fondamentalement nos comportements et nos modes de vie. Bon, il y a 55% des répondants qui disent qu'il va falloir changer fondamentalement nos modes de vie. Il y a une autre étude qui a été publiée par l'Obosco, l'Observatoire des sociétés, consommation, etc., qui étudie le degré d'adhésion à 3 grands systèmes utopiques de la population. Alors, ils définissent 3 grands systèmes utopiques comme étant l'utopie sécuritaire, l'utopie libérale, néolibérale, bref, libertaire, je sais pas quoi. Et puis l'utopie écologique qui, elle, est basée sur la sobriété, la réciprocité, l'harmonie avec la nature, etc. Tout ça. Et ben, pour 54% des répondants à cette enquête,
le degré d'adhésion le plus fort était avec ce qu'il disait, le système utopique écologiste, donc la notion de sobriété, d'harmonie, d'équilibre, etc. Enfin, pour moi, cette idée de décroissance, elle n'est pas impossible à vendre en politique. Il y a beaucoup de gens on a intuitivement le sens que on exploite la Terre beaucoup plus qu'elle peut se régénérer, on exploite des ressources qui ne sont pas renouvelables, donc voilà. Donc, je ne pense pas que ce soit un pessimiste et ni invendable politiquement. Voilà. Alors, je vais prendre à nouveau une question de femme. Est-ce que vous ne pensez pas que cette vision de sobriété, elle se pose vraiment dans un contexte uniquement national? Parce que si nous, en tant que pays, on accepte de devenir plus sobre, de travailler moins, de fabriquer moins de choses, au final, dans un contexte de monde d'États-nations qui sont capables de se faire la guerre et ce ne sont pas les plus sobres qui gagnent, on finit pas juste pas se faire écraser. Enfin, aujourd'hui, on n'a pas les instances internationales qui nous permettent de prendre ces décisions à un niveau international. Est-ce que c'est pas une impasse? Oui, alors c'est vrai, très rapidement, il y a 2 éléments de réponse. D'une part, il y a quand même l'effet d'exemple, si l'Europe, quand même, si elle le fait, il y a quand même un effet d'exemple qui est quand même important. Et le second, c'est que même si on le fait tout seul, si on est plus résilient au pic de pétrole que les autres, on vivra mieux que les autres. C'est-à-dire que les Américains vont se cracher plus vite et plus fort que nous. Bon, il y a aussi qu'on est la 5e économie, 5 ou 6e économie mondiale. On prend... Ah, voilà. T'avais fini, François? Ah oui, moi j'ai une petite question. En gros, aujourd'hui, le progrès de la productivité, il est lié à l'utilisation de l'énergie carbone. Depuis la machine à vapeur, ensuite on a trouvé après le charbon, on a trouvé le pétrole, après on a encore trouvé autre chose, et c'est de plus en plus chouette, et on a fait ce choix de ces énergies-là parce que c'était plus simple. Et ça a fait un progrès de productivité. Ce progrès de productivité, il a amené ensuite un temps de travail de plus en plus réduit, et les progrès sociaux qu'on a connus, non pas sans combat. Alors aujourd'hui, on parle de réduction du temps de travail, mais il y a quand même une opposition assez sévère finalement entre la réduction du temps de travail qui est liée à la productivité qui a augmenté liée aux énergies carbone et en même temps aujourd'hui une société qui doit se passer de ces énergies et qui aura peut-être besoin de plus d'énergie humaine et de moins d'énergie carbone. Donc finalement cette réduction du temps de travail pour moi elle est même pas politique finalement parce qu'elle va être induite par notre capacité à l'accompagner. Et finalement, là-dessus, on a un peu le cul entre deux chaises, pour être vulgaire. Parce que c'est difficile de dire on va réduire les énergies carbone, mais c'est ces énergies carbone qui nous permettent finalement d'avoir ce mode de vie. Et en plus, vous parliez des externalités, il y a une vraie question, parce que est-ce qu'aujourd'hui, l'économie du loisir telle qu'on vit aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas aussi une économie qui entraîne énormément d'émissions carbone? Je pense au tourisme, par exemple, qui est une pure logique capitaliste et concentratoire, qui est pour les territoires hyper dommageable, alors que tout le monde veut du tourisme, et c'est le dernier truc à vouloir. Par exemple, sur l'immobilier, en 1950, c'était 1/5 du budget des Français. Aujourd'hui, c'est 1/3. Voilà, par exemple. Et ça, le tourisme y participe. Alors, pas que le tourisme, l'aménagement du territoire. Vous voyez, c'est... du coup, quand on parle de tout ça, en fait, tout ça, c'est lié aux énergies carbone. Voilà, le temps de travail, moi, je suis pas hyper convaincu qu'il va être réduit dans le futur. Et puis finalement, sur la question de la réduction de l'énergie, est-ce qu'à un moment donné, quand on n'aura plus d'énergie carbone, on va pas se dire, tiens, on passe au nucléaire, tout le monde voudra maintenir son niveau de vie, et tout le monde voudra passer au nucléaire, et que la question de la dangerosité du nucléaire ne se posera quasi plus, quoi. Ça peut être une hypothèse aussi. Alors, c'est tout à fait une hypothèse. Mais c'est là que la question est politique. Qu'est-ce qu'on veut consommer, qu'est-ce qu'on veut produire, pourquoi faire, pour qui, etc. Alors, sur la question des loisirs, quand j'ai dit le temps libéré du temps de travail, c'est pas, je ne dis pas du temps qui va être directement réapproprié par l'industrie du loisir. C'est là où il faut une véritable politique du temps libéré. Il faut une politique du temps libre. Et je ne veux pas dire une politique autoritaire et un ministère du temps, mais non, mais il faut vraiment, le temps libéré pour des activités autonomes, il ne doit pas être réinvesti dans des activités polluantes, évidemment. Et du coup, ça pose la question de comment on s'organise pour ça. Mais
si on s'oriente déjà, enfin, si on veut, enfin, de toute façon, la réduction du temps de travail, c'est une condition pour la démocratie. Si on veut avoir une démocratie qui soit véritablement participative, la démocratie, ça demande du temps, ça demande de l'information, ça demande de l'énergie. Et si on veut que les gens puissent être libres et disponibles pour participer à cette démocratie et faire vivre la démocratie, alors il faut de toute façon qu'ils réduisent leur temps de travail. Et alors, bon, la question, on peut y répondre un petit peu en regardant anthropologiquement. Il y a un anthropologue qui a étudié un petit peu le travail dans les sociétés qu'on appelle primitives, on va dire premières. Marshall Chalins, il avait écrit un bouquin qui s'appelle Âge d'or, âge d'abondance. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs travaillaient en moyenne 4 à 5 heures par jour. Jusqu'au Moyen-Âge, on travaillait à peu près 1 jour sur 2 dans l'année, en moyenne. Le temps de travail a explosé pendant la révolution industrielle et ensuite il est en décroissance régulière depuis le temps. Alors il y a des gains de productivité qui ne seront probablement pas remis en question, enfin ça dépend vraiment du niveau technologique, de complexité technologique que notre société est prête à accepter. Mais enfin il y a des tâches sur lesquelles on a gagné du temps avec l'utilisation de l'ordinateur. Bon, est-ce qu'on accepte de continuer d'utiliser certains ordinateurs avec les impacts environnementaux qui vont avec, etc. ou pas? Mais il y a des tas de gains des gains de productivité qui peuvent être aussi gagnés par l'élimination de détours de production. Prenez l'exemple de l'automobile encore, c'est génial. L'automobile concentre une telle quantité de non-sens, enfin, c'est génial. L'automobile, Ivan Illich s'amusait à calculer dans les années, c'était quoi, début des années 70, 75 à peu près qu'il avait fait ça. Ça a été refait ensuite par Jean-Pierre Dupuy au début des années 2000, il trouvait à peu près les mêmes résultats. Il calculait la vitesse généralisée d'une automobile. C'est-à-dire, non seulement, la vitesse, en gros, c'est la distance parcourue par le temps qu'il faut pour la parcourir. Sauf que dans ce qu'il appelle la vitesse généralisée d'une automobile, il prend en compte non seulement le temps passé dans l'automobile à la conduire, mais aussi le temps passé à payer l'automobile, à payer l'essence, à payer l'assurance, à entretenir l'automobile, à l'amener au chez le garagiste, etc., sur l'ensemble d'une année, divisé par l'ensemble des kilométrages effectués au cours d'une année. Vitesse généralisée d'une automobile, ça dépend de votre revenu, du coup. Donc un ouvrier roulait, par exemple, à 9 km/h, et un cadre à 14 km/h. Cadre sup. La bicyclette, 12 km/h pour tout le monde. Tu veux répondre ou... Non. Peut-être plus maintenant, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une dame qui a une question? Ok. Oui, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un témoignage. Parce que la crise climatique qu'on a, en fait, c'est une crise énergétique, puisqu'on bouffe du pétrole. Et bon, moi, je suis paysan, donc j'ai une réflexion par rapport à ça, parce que à la fin des années 50, grosso modo, l'agriculture en général était neutre au niveau énergétique, c'est-à-dire qu'on produisait autant de calories qu'on en consommait. Or maintenant, je crois que c'est 10 calories consommées pour une calorie fournie. Pour vous donner un exemple, on est à peu près à 100 litres de gasoil par hectare de céréales. Donc c'est épouvantable. Et moi j'ai une activité d'élevage un petit peu, et cette réflexion m'amène que je commence à nourrir mes animaux avec des seaux et une brouette pour valoriser le travail humain et surtout ne pas utiliser de machines et de pétrole. Et je pense qu'on doit avoir une vraie réflexion sur le travail humain, sur la pénibilité, sur la répartition du temps, parce que croyez-moi que si on veut se passer de pesticides et qu'il faut se mettre à désherber les champs, des heures de travail humain, il en faudra. Et ça demande toute une organisation, parce que là, les campagnes sont complètement désertifiées. Voilà. Vous voulez prendre plusieurs questions à la fois ou... Ok, bon. Alors, faites travailler votre mémoire, parce que je ne sais pas si vous avez de quoi noter. C'est juste une question de vocabulaire. Il y a un terme que je voudrais qu'on bannisse, c'est État-providence.
C'est pas dans le programme du CNR, la Libération, on ne parlait pas d'État-providence, la sécurité sociale, c'est pas la providence chrétienne avec la charité qui nous tombe dessus, c'est la solidarité. Parlons d'État solidaire ou de société solidaire. On parle de pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, ça veut dire consommation, publicité. Publicité, consommation. Parlons de pouvoir de vivre. Inventons un nouveau langage. Ne reprenons pas le langage du libéralisme. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Alors, au début, j'avais qu'une question, mais du coup, j'ai une petite remarque, interrogation en même temps. Sur le Green New Deal, donc je vais commencer par celle-là. Sur le Green New Deal européen, le fait qu'ils intègrent le gaz russe, est-ce que ça ne vient pas de la pilotabilité, justement, de la pilotabilité qui fait qu'on a le choix entre du gaz ou biogaz ou du nucléaire, et que la tendance est plus au rejet brut du nucléaire, et que du coup, ils sont orientés sur ce gaz russe. Donc ça, ce n'était pas la question de base, mais il y a cette question-là qui s'est posée. Et la question de base, qui était au tout début, quand vous avez parlé du remplacement de la monnaie par une monnaie temps, par exemple, est-ce que le quota carbone individualisé ne serait pas plutôt une bonne idée pour ce remplacement de la monnaie plutôt que la monnaie monétaire classique? Est-ce que le quota carbone individualisé peut être une solution de remplacement de la monnaie? Alors, c'est pas la même fonction, hein, quota carbone et monnaie temps, mais... oui. L'idée de la monnaie temps, c'était plus pour pallier à... Enfin, c'était pour contourner la sphère monétaire pour l'organisation des services publics. Par exemple, le quota carbone, ça va directement dans le sens d'une réduction des carbones. Alors, il y a eu des expérimentations qui ont été testées, notamment au Royaume-Uni. Bon, alors, sur l'agriculture, bon, tu as raison. Voilà, merci du commentaire. Voilà, mais on voit bien qu'une activité, il y a un très fort... la productivité de l'agriculture était monstrueuse depuis les 50, voire même voilà. Il faut réduire la productivité de l'agriculture, plus de manuel, plus de travail humain, moins de machines, moins d'intrants. Voilà, c'est le genre de mesures qu'il faut faire, quoi. Il faut passer de 2% d'agriculteurs ou 3% comme actuellement. Il faut revenir à des proportions monstrueuses. Sur ton question, le vocabulaire, oui. Tout est vocabulaire, hein. Vas-y. Oui. Mais la question des mots, changer le sens des mots, la récession doit devenir un terme positif. Je pousse un peu le trait quelque part, quoi. Hein. Service plus, voilà. Donc la question de vocabulaire, tout notre vocabulaire a été formaté par la pensée du progrès, par la pensée libérale, etc. Donc tout ça, c'est un énorme travail à faire. Je ne sais pas utiliser ces mots-là. Sur le Green Deal, le gaz, oui. C'est clairement, l'augmentation du gaz est très clairement liée à la gestion de l'intermittence. Ça et l'hydrogène, c'est pareil, hein, avec du refus nucléaire et autres. C'est aussi un refus de la décroissance. Voilà. Globalement, il y a une petite règle à avoir qu'on démontre très facilement, c'est une conséquence du non-découplage. On ne peut pas à la fois diviser par 3 ou 4 les émissions de CO2 et sortir totalement du nucléaire et maintenir le pouvoir d'achat ou maintenir le PIB à sa décroissance. Voilà. Il faut choisir 2 sur 3. On peut choisir 2 sur 3. Voilà. Donc ça se déduit directement du fait qu'il n'y a pas de découplage. C'est-à-dire que voilà, il y a une corrélation forte entre énergie que l'on produit et activité économique, PIB, etc. Voilà. Donc c'est ça. Et c'est parce qu'on est dans le déni qu'on arrive du coup à des trucs comme importer du gaz russe, faire de l'hydrogène, enfin des trucs. Oui, s'il vous plaît. J'avais un commentaire à faire, s'il vous plaît. Ouais, et juste, excusez-moi, pour le quota, donc les quotas sont un super système, c'est une super monnaie, je ne sais plus qui pose la question, notamment les quotas énergétiques non négociables, comme les tech anglais. Franchement, c'est très certainement la meilleure solution de mon point de vue. Et je crois que ce sera un des thèmes de discussion de la conférence, du séminaire demain, même heure ici, et je crois qu'ils en parleront. Oui, merci. Oui, j'avais une question, si vous voulez, de précision à vous poser, qui est celle de l'introduction du temps, c'est-à-dire d'un scénario. Negawatt a fait un scénario écologique en proposant pas des dispositifs, mais des objectifs de baisse de la consommation d'énergie. C'est réaliste ou c'est pas réaliste, ça dépendra des populations, de l'acceptation, etc. Je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit sur la corrélation entre le niveau de vie, le PIB, le niveau de vie, c'est-à-dire les salaires, le PIB, l'énergie.
Par contre, il y a un problème, me semble-t-il, qu'il faudrait peut-être introduire, c'est la question du temps, dans la mesure où on a un projet politique, lequel projet politique a pour objectif de faire baisser les consommations. Je donne un seul exemple. Si on applique le scénario négawatt concernant l'isolation des bâtiments et qu'on arrive à baisser à terme la consommation énergétique de 20%, 30%, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, on dépense du PIB pour faire cette isolation. Mais dans un second temps, la personne qui est dans le logement, elle aura été remboursée de son investissement, c'est-à-dire elle pourra se satisfaire d'une baisse de salaire, alors que son niveau de vie ne changera pas. Donc je pense je suis tout à fait content que vous ayez fait cette conférence, parce que je pense que ça manquait dans nos réflexions, l'idée que comment on gère un dispositif à croissance zéro, moyenne, c'est-à-dire avec des machins qui décroissent et des machins qui croissent, mais comment on arrive à gérer politiquement une situation de ce type-là, en expliquant que pour autant, ça ne veut pas dire une perte de qualité dans la vie, parce que toute chose égale par ailleurs, sans aller rechercher l'évasion fiscale qu'on récupère, etc. Toute chose égale par ailleurs, je pense que si la notion de base fondamentale est celle d'économie de l'énergie, c'est-à-dire qu'il faut changer de paradigme. Avant, on appuyait sur un bouton, on avait de l'électricité, maintenant, il faut dire ça, c'est terminé. On est obligé d'imaginer des dispositifs dans lesquels on est économe en énergie et on gère l'intermittence des sources d'énergie si elles sont renouvelables. C'est-à-dire on met en place des dispositifs avec des compteurs intelligents, par exemple, qui ont été très décriés, mais parce qu'on n'a pas vu la finalité des compteurs intelligents, qui était la régulation de la consommation, éviter les pics de consommation dans la mesure où on a des énergies renouvelables. Donc voilà, je suis tout à fait content de votre introduction. Je voulais revenir aussi sur la question du temps, mais peut-être plus par rapport à la production. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on veut faire toujours plus vite, et ce n'est pas une nécessité. Il y a plein de choses qui permettent d'attendre. On n'est pas obligé, si on veut acheter un truc, de cliquer, d'avoir ça le lendemain. C'est pas une urgence. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point où on ne peut plus attendre. Donc je pense qu'il y a un gros travail d'éducation aussi par rapport à nos jeunes là-dessus. Je vais faire un peu réac, mais le smartphone, c'est pareil. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir un smartphone tous les 2 ans. Alors, il y a quand même des choses à faire sur l'obsolescence programmée aussi, parce que du coup, je pense qu'il y a une grosse partie de l'énergie qui part dans la construction, donc on n'est pas obligé de changer d'appareil tous les 2 ans. Donc ça, c'est des choses qu'à mon avis, on peut faire rapidement, parce qu'il y a urgence, effectivement. Il y a des choses qui vont prendre plus de temps, c'est programmé, etc. Mais il y a quand même des choses où il faut que les gens prennent conscience que ce n'est pas indispensable d'avoir quelque chose le lendemain du jour où on l'a commandé. Oui, ça participe au ralentissement l'idée de ralentissement de l'économie, voilà. Mais le ralentissement du temps de manière générale, il y a un sociologue qui s'appelle Hartmut Rosa qui a travaillé sur la question d'accélération du temps, le fait que c'est un petit peu cette idéologie productiviste qui s'applique à nos corps et à nos modes de raisonnement de manière générale. C'est-à-dire notre propre temps doit être productif, même pendant nos loisirs, on doit prendre soin de notre corps au maximum pour optimiser ses performances esthétiques, ses performances musculaires, sportives, etc. Enfin, il y a une question d'utilité, une application utilitariste du corps humain et de nos modes de pensée, mais surtout qui crée une accélération du temps dans la société avec des... c'est un peu long à développer, mais ouais. Enfin, excuse-moi, je vais compléter pour répondre à ta question ou ta remarque. D'abord, le temps, il faut se rappeler quand même, on est une urgence absolue. Il faut que dès aujourd'hui, on baisse les émissions de CO2 de 5% par an pour avoir une chance pour que nos petits-enfants aient une planète vivable. Donc là, on est dans une course contre la montre, enfin, il y a très 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 peu de temps, quoi, dès aujourd'hui. Voilà, ou les 4% par an d'énergie, enfin voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps. Enfin, le temps, moi, quand tu parlais du temps, la première réaction que j'ai, c'est qu'on n'a plus. Ou du moins, on n'a plus beaucoup. On ne peut pas faire trop de conneries et se disperser. Il faut aller straight forward, comme disent les Américains ou les Anglais.
Voilà. Ensuite, ce qu'il faut voir, quand même la mauvaise nouvelle tout de même, c'est que oui, il faut faire baisser les consommations, mais la plupart des mesures de sobriété sont récessives, elles font baisser le PIB. Prenez la mesure phare du scénario Négawatt, le covoiturage. Super, il faut covoiturer. Mais s'il y a 2 fois, 3 fois plus de personnes par véhicule, à usage constant, ben, il y aura moins de voitures sur les routes, il y aura moins d'accidents, il y aura moins de réparations, il y aura moins de ventes de nouvelles voitures, il y aura moins de ventes de pneus, il y aura moins de nouvelles ventes d'essence, ainsi de suite. C'est récessif. Il y a même des économistes qui ont mesuré l'effet récessif de Blablacar. Donc Blablacar est récessif. Ça fait baisser le PIB. Et ça fait baisser le bonheur? Évidemment non. Mais ça fait baisser le PIB. Et comme François l'a dit, beaucoup de choses sont liées au PIB, voilà, le système social, les retraites, etc. Ça pose problème. Donc c'est ça qu'il faut rechanger. Donc voilà, donc c'est compliqué. Il y a très peu en fait, c'est vrai. L'efficacité énergétique du bâtiment, c'est sûrement la mesure à faire parce qu'on gagne dans tous les trucs, on est d'accord. Mais quand on regarde détail par détail, où est-ce qu'on peut faire baisser là-dessus, beaucoup de choses sont récessives. Pratiquement tout en fait, de mon analyse. C'est ça le problème. Enfin le problème, c'est comme ça. C'est pas un problème, il faut le donner, c'est une donnée d'entrée. Et on fait avec. L'objectif, c'est vraiment de trouver un mode de fonctionnement de l'économie qui n'a pas besoin de cette production monétaire qui passe par le PIB. Et le PIB lui-même, il faudra arriver à ne pas y penser. J'ai en fait plein de petites touches de commentaires sur l'ensemble. Déjà, une première chose, parce que deux choses qui, j'ai l'impression, sont une espèce d'omerta. Déjà, première chose, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas encore suffisamment compte de la réalité énergétique dans laquelle on vit. C'est-à-dire que quand on utilise une voiture, quand on utilise un aspirateur pour faire le ménage chez soi, lorsqu'on utilise tout un système industriel, la puissance instantanée qu'on utilise est juste démentielle. Pour donner une idée qui est toujours choc, le laminoir qui est à Marseille, il est contrôlé par un ouvrier. Si on voulait produire la puissance mécanique équivalente avec des bras, on mettrait toute l'île de France dans ce laminoir pour produire la même chose. Donc il faut bien se rendre compte de ce que c'est que l'énergie qu'on utilise actuellement. Pareil pour les smartphones, je pourrais le décliner à l'infini. La deuxième chose, c'est, on parlait au tout début de l'équation Gaïa. Moi, il y a quand même quelque chose qui me dérange un petit peu, c'est qu'on disait la population, c'est un facteur qui est embêtant à aborder. Je ne pense pas. Il y a une première vision qui est celle de Malthus, qui est de dire on est trop, on consomme trop tous et faites moins d'enfants. Mais ça oublie complètement la proportion de ressources utilisées ramenée à la classe sociale à laquelle on appartient. Si on s'amuse à regarder le mode de vie d'un Américain par rapport au mode de vie d'un Africain, ou si on s'amuse par exemple à regarder le mode de vie de la classe supérieure, si je prends les 2 derniers déciles en France par rapport aux 2 premiers déciles, ça n'a strictement rien à voir. La consommation de kérosène par exemple est hallucinante. Donc il faut réussir à remettre cette notion-là, qui est une notion marxiste je pense, mais elle est nécessaire dans ce débat-là, parce que sinon on n'avance pas. On a l'impression qu'on doit faire du travail de petite touche, mais il faut bien réussir à localiser les acteurs qui contribuent correctement. Et enfin, la dernière chose que je voudrais rajouter, c'est au niveau de l'utilisation des ressources, pour qu'on comprenne mieux justement la notion de renouvelable, ou pas, justement. Quand on va faire nos petits achats du quotidien, qu'on achète notre bouteille de coca, ou qu'on va acheter une tablette de chocolat, que sais-je, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse introduire dans la législation une espèce de code, appelez-le comme vous voulez pour que ça passe sexy si ça vous plaît, pour un produit donné, on dise, bon bah tel produit, on utilise tel type de ressources en métal, en matières premières alimentaires, etc. Et ces ressources-là mettent X temps à se renouveler entièrement. Si on fait ça, on va être très surpris du temps de renouvellement pour les smartphones, pour tous les objets électroniques du quotidien, et ça permet de sensibiliser beaucoup plus les gens à la notion de qu'est-ce que c'est qu'un article qui est renouvelable, qu'est-ce que c'est qu'un article qui ne l'est absolument pas,
et de remettre justement le consommation à tout prix réellement en question, en disant ah bah tiens, ce lecteur LCD il est bien, mais 2500 ans pour renouveler entièrement, Michel, t'es sûr qu'on peut investir là-dedans? Enfin voilà, c'est une remise en question qui est philosophique, qui est profonde, mais c'est avec ce genre d'outil que j'imagine on peut contribuer à remettre les yeux en face des trous. Sur ce thème. Alors, attends François, 2 secondes, j'ai une petite annonce. Il y a l'organisation qui me demande de vous informer qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes que nous en ce moment et que vous devriez sortir. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais donc en ce moment c'est Adrien Quatennens, c'est à 21h, il y aura Jean-Luc Mélenchon, donc maintenant vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas, et vous ne pourrez pas dire non plus qu'on vous a gardé en otage. Voilà. Ouais, sur la question du renouvelable, en fait, il y a énormément de ressources qui ne sont tout simplement pas renouvelables. Donc le produit ne serait juste renouvelable dans un temps de quelques millions d'années pour tout ce qui consomme du pétrole, etc. Sur la question des indicateurs, il y a quelque chose qui a été... Enfin, les études sociologiques ont montré que les indicateurs qui parlaient le plus aux gens, c'était ceux qui expliquaient concrètement comment était le processus de fabrication. Quand les gens comprennent l'ensemble de la chaîne de production, d'extraction de minéraux, de production, etc., jusqu'à l'aboutissement du produit fini, là, ils ont une perception de qu'est-ce que ça implique vraiment. Et là-dessus, l'empreinte écologique, en fait, était l'indicateur qui avait eu le plus de succès ou le plus que les consommateurs avaient trouvé le plus lisible, quoi, qui est une idée de combien d'hectares, en gros, il faut pour reproduire les ressources nécessaires à ce genre de choses. Alors bon, sur le plan scientifique, c'est pas très rigoureux, mais ça permet de donner quand même un ordre de grandeur, voilà. Et puis bon, après, cette question de renouvellement de renouvellement et du temps de renouvellement des ressources qu'on utilise, pour moi, derrière ça, il y a une question qui est aussi une question un peu psychanalytique. C'est réintroduire un petit peu la conscience de notre propre finitude. C'est-à-dire que quand on se rend compte qu'on est juste de passage sur cette terre et que on va vivre 100 ans, c'est une étincelle sur l'ensemble du vivant, enfin, est-ce qu'on est vraiment légitime à accumuler une telle quantité de cochonneries, de choses faites en plastique, en pétrole, qui ne biodégraderont pas, qui resteront polluées pendant des millénaires, enfin, voilà, peut-être que si on était un peu plus conscient de notre propre finitude humaine, peut-être qu'on aurait un petit peu moins de prétention à laisser des traces. Voilà. Je voudrais rajouter sur une chose sur la population, qui est un sujet casse-gueule en général, c'est que ça sera la variable d'ajustement. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter les réserves de pétrole. Par contre, le nombre d'humains sur Terre, il peut se réduire de manière très vite, etc. Les famines, les guerres, les bombes atomiques, faites ce que vous voulez, quoi. Et ce sera ça. Oui, mais... Pardon. Le chiffre, il me semble que vous développez la solution nucléaire qui serait la meilleure, la plus sécurisée, celle. Enfin, vous la développez pas, mais elle est quand même là. Alors juste, je vais finir sur comment dire, mon petit, ma petite occupation. C'est l'énergie nucléaire ou l'énergie issue des déchets enfin, en tout cas, l'énergie issue des déchets. Et valorisé par les pouvoirs publics, par les gros producteurs, par les industriels, qui ne veulent pas changer de comportement et qui servent d'excellents discours, une narration mais absolument absconse, d'enfants gâtés et de mépris des gens. Mais ça marche. Et c'est ça qui est fort troublé. Ça marche. Et pour lutter, afin que... donc, ce changement de comportement qui est très présent dans la société civile, hein, on est tous prêts, on a tous des discours capables de surseoir à une baisse de pouvoir d'achat, disons. Mais les gros, non. Eux n'ont pas l'intention de changer de comportement. Alors, sur le nucléaire, c'était mal choisi comme entrée, mais c'était la question du chauffage que je voulais aborder, comme ça avait été décrit comme prenant un tiers de l'énergie consommée. Ici, le chauffage que l'on nous vend avec la chaleur fatale des déchets
est une aberration aussi grande que les risques encourus par les déchets nucléaires, la fission et puis l'importation d'uranium. Pour les déchets issus de l'incinération des déchets, il y a l'importation de tous les déchets, enfin le tour du monde qu'ils doivent faire, leur emballage, les déchets d'activité économique qui ne sont absolument pas gérés par les acteurs économiques, mais qui doivent imposer eux-mêmes leur pollution là où ils décident de s'implanter. Donc pour changer de... Bon, finalement, je vais réussir à poser la question. Est-il vrai que dans votre projet, qui est excellent, mais il y a ce soubassement de miser sur le nucléaire ou pas? Voilà. Alors, je vais pas parler au nom du Sheet Project, puisque, enfin, voilà, mais bon, dans ce que je sais, d'accord, le soubassement du projet du Sheet Project Transformation de l'économie française, d'accord, c'est créer de l'emploi. Premier objectif, que chacun ait son job. Dans un monde où on est sur la trajectoire carbone des objectifs de Paris, moins 5% par an, ce qui signifie nécessairement un monde en récession. Puisqu'on a vu, ce qui est ici un monde voilà, où le PIB va baisser. C'est ça, les fondamentaux. C'est ça. D'accord? Baisser le CO2, trouver un job pour tout le monde. Ensuite, et c'est là où on fait un peu les maths, c'est là où on commence à faire les maths, Kaya ou des versions un peu plus chiadées ou pas, on se dit, il faut quand même un certain socle énergétique. Si on a une descente énergétique trop forte, ça ne marche pas. On a des récessions trop fortes, on n'a pas les capacités de créer, de relocaliser les productions, etc. Ça ne marche pas. Et donc les calculs, tout simple, non, mais voilà, on ne peut pas se permettre d'avoir une descente énergétique trop forte comme celle, par exemple, que j'ai présentée pour le scénario négawatt, qui est de 4% par an. Ce qui est énorme. Et il y avait des hypothèses, voilà, tout le monde n'acceptera pas facilement, divisé par 2 la consommation de viande, 18 000 éoliennes, etc. Quoi. Voilà, donc c'est plutôt par défaut. Oui, c'est pas le présupposé, c'est on fait les maths, voilà, on prend des hypothèses qui semblent à peu près correctes, et puis on arrive à ça. C'est des trajectoires de moindre mal. C'est vraiment ça. On essaie d'éviter le crash. Crash climatique, crash énergétique, crash social. Et si possible, une combinaison des trois, parce que c'est avec beaucoup de rétroaction dans tous les sens, et ce qu'on appelle, ce que les collapsologues appellent un effondrement. Quoi. Bon, c'est ça dont on parle. Un effondrement, c'est quand tout commence, voilà, le climat qui commence à impacter le social, qui commence à impacter l'économie, et là, ça s'effondre. Voilà. C'est ça qu'on veut éviter. Pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout à fait notre optique. Quoi. Et après, on accepte les risques, et on accepte les risques, ou les moins de pouvoir d'achat, voilà. On est quand même... Enfin, je répète, quoi, la variable d'ajustement, ce sera le nombre de milliards de morts sur Terre. Quoi. C'est ça, la variable d'ajustement. Ouais, si le climat s'emballe, s'il y a plus de 5 degrés sur le climat, ce qui n'est pas totalement débile, totalement envisageable... C'est globalement le truc, c'est 1 milliard de morts par degré en plus, 1 milliard de victimes déplacées ou voilà. Si vous voulez une petite image, on ne sait pas trop, mais c'est ordre de grandeur quoi. On compte en milliards. Donc à côté, pas prendre l'avion, manger moins de viande, même accident nucléaire, bon, ou le déchet nucléaire, c'est pas voilà. Il faut mettre les choses un peu en perspective. C'est au sujet du découplage, j'avais 2 questions, remarques. On parlait du découplage qui n'avait pas été fait sur les 30 dernières années. Je me demandais avec un regard d'historien si c'était déjà arrivé. Je pensais à des grosses mutations de l'économie comme le Fordisme ou bien l'introduction du pétrole au 19e siècle. Je me demandais si ça avait pu provoquer un découplage du coup entre l'économie et l'énergie, et l'énergie dépensée. Et l'autre question, c'était donc quand on parle d'énergie, j'imagine qu'on parle de l'énergie globale, y compris des énergies non carbonées, peu carbonées, non carbonées, des énergies renouvelables.
jusqu'à quel point, d'ailleurs ça rejoint la question du quel seuil énergétique, jusqu'à quel point on peut remplacer aussi les énergies du coup carbonées pour justement, parce que finalement ça peut être une partie de la solution, remplacer tout ce qu'on peut remplacer d'énergie carbonée par des énergies renouvelables, c'est autant en moins à faire. Oui. Alors, je ne sais pas si la réponse. Alors, sur la première, moi j'avais un peu étudié ça, c'est-à-dire, je ne crois pas qu'il y ait dans une histoire, il faut voir les bouquins, globalement, chaque fois qu'il y a une disponibilité d'énergie supplémentaire par une révolution technique ou pour une révolution sociétale, il y a eu une croissance du PIB. Et c'est dans ce sens-là que c'est marché. Voilà, comme ça que ça a marché, tout le temps. Donc je ne crois pas qu'il y ait de contre-exemples. Et ensuite, évidemment, on peut augmenter la part. Il faut non seulement la part d'énergie non carbonée. Actuellement, quand même, 80% de l'énergie produite mondiale est carbonée. Donc, quand même, on a un sacré challenge là-dessus. Si on parle des nouvelles énergies, et là-dessus, la plupart, c'est l'hydro et la biomasse, y compris la biomasse de déchets, etc. Donc, pas terrible non plus. Voilà. Et là-dessus, une bonne partie qui est décarbonée, qui est en plus intermittente. C'est-à-dire quand il n'y a pas de vent, on est quand même merdé. Actuellement, la production européenne de renouvelables, elle est peanuts, quoi. Enfin non, il y a du soleil, éolien en tout cas, parce que c'est anticyclonique sur toute l'Europe, il n'y a que dalle. Voilà, donc c'est compliqué, c'est comme ça qu'il faut imaginer les choses. Bon, ça répond un peu à la question, quoi. Donc dans tous les cas, de toute façon, ça va réduire. Voilà. Sur la question historique à plus long terme, avant, on ne mesurait pas le PIB tout simplement, mais on peut avoir des estimations. C'est-à-dire, avant d'entrer dans la révolution industrielle, il n'y avait pas vraiment de croissance économique non plus. Donc, on ne pouvait pas avoir de découplage dans la mesure où on avait une activité relativement stable, une consommation de ressources qui était relativement stable aussi. Voilà, donc on n'observait pas ce genre de choses. Sur la question de la substitution, si on veut être soutenable à long terme, c'est-à-dire pas seulement à 20, 30, 50 ans, mais à 100, 200, 300 ans, peut-être plus, enfin, ça dépend quelles ambitions on a pour l'espèce humaine, évidemment, il va falloir se passer à du 100% renouvelable à un moment. J'exclus un peu l'électricité nucléaire, mais qui représente moins de 6% de l'énergie consommée au niveau mondial à l'heure actuelle, pour des impacts dont on ne va pas rentrer dans les détails. Se pose la question en effet de la variabilité des renouvelables, à laquelle il y a différents types de réponses, enfin différents moyens de gérer cette variabilité. Il y a une partie de la réponse qui est dans l'adaptation de la demande à la production. Donc on appelle ça de la demand response en anglais. Ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être des gros industriels qui décident de se faire payer pour se déconnecter à telle heure parce qu'il y a une baisse de production, et ils vendent ça comme une capacité virtuelle. En fait, c'est comme s'ils produisaient virtuellement l'énergie qu'ils ne consommaient pas. Enfin bref, il y a tout un système comme ça qui peut se mettre. Alors, c'est encore peu développé, mais ça peut se développer beaucoup plus. Il y a des solutions de stockage qui existent. Il y a du STEPS, des centrales de turbinage, pompage, etc. On peut envisager les batteries, mais ça, c'est un coût environnemental à chaque fois. Donc la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on veut mettre le curseur? Et ça, c'est une question qui est fondamentalement politique. C'est où on met le curseur entre le confort d'approvisionnement continuel d'énergie ou la fiabilité du réseau électrique par rapport à la dégradation environnementale qu'on accepte de faire. Et ça, c'est une question qui doit être débattue collectivement avec le maximum d'informations disponibles, quoi. Et du coup, voilà, est-ce qu'on accepte de ravager une vallée pour faire un réservoir supplémentaire de turbinage-pompage pour avoir quelques gigawattheures de stockage? Voilà, donc c'est une question qui est... Enfin, c'est comme la question de la population, c'est une question qui est ouverte. Alors, je suis tout à fait d'accord, hein, l'équation de Kaya, je ne suis pas un adepte de ça, c'est purement didactique, voilà. Mais la question, c'est pareil, c'est pas juste quelle population, c'est quelle population avec quel mode de vie. Je veux dire, la planète actuelle peut très bien vivre avec 10 milliards d'Indiens sans aucun problème. Par contre, elle suffoque avec 300 millions d'automobilistes. Donc, voilà, il faut trouver un équilibre. Oui, j'avais deux questions, je suis là. Juste sur le modèle cubain avec l'arrêt de l'approvisionnement en gaz russe. Il y a eu une vidéo où j'avais organisé une projection comment Cuba a survécu au pic pétrolier, dont je suppose que vous avez entendu parler. Je voulais savoir est-ce que
est-ce que ce modèle fait partie des modèles que vous prenez en considération? Et l'autre point qui n'est pas scientifique, on a évoqué le discours alarmiste et le discours positif. Moi, pour mon vécu, il y a entre 10 et 15 ans, j'ai lu le rapport du MIT au Club de Rome avec effectivement les courbes de population avec des baisses en milliards. Et pour moi, c'est ce qui a été le déclic. J'ai pendant quelques années rejoint le mouvement des objecteurs de croissance et j'ai changé ma vie, mon quotidien, on va dire. C'est là que j'ai lancé l'association Relocalisons en 2009. Et donc, je veux dire par là que je ne suis pas sûr que le discours positif soit forcément le plus efficace. Et je voulais savoir quel est votre ressenti à ce sujet. Je répondrai sur la première question. Sur le modèle cubain, c'est quelque chose qui est assez étudié dans les milieux de la décroissance. Alors en France, il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse malheureusement. Mais c'est en effet quelque chose de très particulier. La période spéciale cubaine, notamment, où il y a eu une baisse de 2 années de suite à moins 20%, je crois, de PIB. Il n'y a pas eu un truc comme ça, ou moins 12% pendant 2 années de suite. Bref, il y a eu une récession énorme. Et c'est un pays qui, avec un embargo, avec des ressources extrêmement réduites, avait l'un des systèmes de santé les meilleurs au monde. Mais dans lesquels on ne peut pas non plus parler de bien-être de la population. Il y a quand même eu un exode massif. Enfin, les gens cherchaient à partir, quoi. Mais la question, c'est est-ce que l'exode était lié au système antidémocratique, ou bien au mode de vie, ou bien aux conditions. Et ça reste quand même un des pays dans lesquels les indicateurs de satisfaction de vie ressentie, alors des gens qui sont restés, pas de ceux qui sont partis, mais restent parmi les indicateurs assez élevé, quoi. Enfin, plus qu'aux États-Unis, je crois. Il faudrait regarder les indicateurs du Happy Planet Index, les trucs comme ça. Mais voilà, enfin, c'est quand même assez intéressant. Et juste sur la question du narratif un peu positif ou pas, pour moi, il faut les deux. Pour moi, il faut expliquer pourquoi on ne peut pas continuer comme ça et montrer aux gens qu'on peut imaginer des futurs beaucoup plus positifs. Et l'un sans l'autre, pour moi, ça ne suffira pas, quoi. Enfin, c'est un pari à prendre, mais c'est pas tant une question de conviction que ça va marcher. Pour moi, c'est une question de responsabilité. Moi, ma vision des choses, ma compréhension du monde, actuellement, c'est que si on ne le fait pas, on va droit dans le mur. Alors voilà, je fais ce que je peux pour essayer de faire comprendre autour de moi ce que j'ai compris, enfin ce que je pense avoir compris, en tout cas, pas la vérité. Mais voilà, je pense qu'il faut les deux narratifs dans tous les cas, ils sont complémentaires, et il y a des gens sur lesquels il y en a qui vont marcher plus. Enfin, chez les collapsos, peut-être que le récit de l'effondrement marche beaucoup plus. Chez les objecteurs de croissance de la sobriété heureuse, voilà, peut-être que c'est le mode de vie plus basé sur le rationnel qui va fonctionner davantage. Enfin, je pense que chaque discours a son public, et on ne peut pas faire l'économie d'aucune des stratégies, quoi, de mon point de vue. Ouais. Sur Cuba, moi j'adore l'exemple de Cuba. Et alors, il y a quelques années, j'étais président d'une association de covoiturage. Je veux dire, c'est galère, faire monter, quand on avait 10% de gens à la fin de l'année, c'est de plus de membres, waouh, c'est champagne. À Cuba, alors je ne sais pas si c'est 100% vrai, mais ce que j'ai entendu en tout cas, c'est que du jour au lendemain, ils ont décidé que le covoiturage était obligatoire. C'est-à-dire que si les bagnoles, il n'y avait pas 4 personnes à bord, il y avait des checkpoints avec des mecs avec des mitraillettes là-dessus, ils faisaient arrêter la voiture et c'était réglé. Donc, par une mesure autoritaire de limitation des libertés individuelles, transport, etc. Comme ça, quelques checkpoints dans la ville et on réduit de une dizaine de pourcents les consommations de carbone, de pétrole, etc. Waouh, c'est simple en fait, vachement simple. Donc, la question qui est derrière, en fait, c'est bien ça, c'est-à-dire, on se rend compte, mais tous intuitivement, qu'un régime autoritaire, et on le voit encore en Chine, a plus de moyens coercitifs en limitant la liberté individuelle pour imposer des quotas carbone, pour réduire les consommations énergétiques, pour conduire, etc. On le sent bien. Et Cuba est un relativement bon exemple, parce qu'ils ont fait une dictature, mais une dictature, bon, il y a largement pire, quelque part, quoi. Et donc, le curseur sur lequel on va, l'autre curseur par rapport, enfin, je ne sais pas si c'est les mêmes, sur lequel on peut régler, quoi, c'est effectivement à quel curseur on va mettre au niveau de la restriction des libertés individuelles. C'est une super question, quoi.
Parce qu'in fine, on voit bien qu'en forçant, en réduisant trop, on peut y arriver. Ouais. Ça marche déjà? Bonjour, merci pour tous les échanges. Je rejoins beaucoup le monsieur là-bas, le petit jeune. Sur la surpopulation, moi, c'est une chose qui m'inquiète pas mal. Donc des pays comme les BRICS, comment les limiter dans leur confort alors que nous on a bénéficié, ça me pose vraiment problème philosophiquement. Et après par contre, c'est sur la thématique de la démocratie. Je m'intéresse beaucoup aux États-Unis depuis 4 ans, vu la politique américaine. Et de là, je suis allé vers la gauche. Avant, j'aurais été centriste. Et donc le financement des partis et des démocraties, donc là je ne vais pas parler de Cuba ou de la Chine, me fait vraiment peur parce qu'a priori, en Allemagne, ça va plutôt être le retraité allemand qui vote et à qui bénéficient toutes les politiques. Ce sont les grandes entreprises qui financent. En France, les grands donateurs, ça va quand même ceux qui vont pouvoir se permettre de donner 7 500 le maximum. Donc c'est ceux à qui bénéficie le crime qui risquent aussi le moins d'en pâtir, les retraités qui ne seront plus là quand les situations seront désastreuses, les Koch brothers qui donnent X millions chaque année aux républicains, voilà, et le Parti démocrate pareil avec Wall Street. Donc comment vous, dans votre relation avec les gens au quotidien, et je ne vais pas parler des grands donateurs, j'imagine pas que vous avez l'oreille de Macron ou autre, mais des gens de droite, parce que là j'ai vraiment un problème fondamental dans mon discours, moi, avec les gens que je rencontre, mon patron, mes collègues, etc., qui ne sont pas du tout dans le mouvement, dans la réflexion environnementale, mais qui souscrivent totalement à une vision de droite dans laquelle le monde va continuer à aller bien. Comment vous essayez de parler à ces gens-là? Parce que moi, j'aimerais aller vers eux en leur disant, mais on fonce dans le mur, etc. Et j'y arrive vraiment pas. Oh. Vaste question. Alors, mes trucs. Alors, je passe à chacun des siens. Très factuel. Moi, je pense que le discours sur le pétrole, il est vraiment béton. Quand on a un peu bossé, personne ne peut dire qu'on aura encore plus de pétrole en 2030. Personne. Et il y a la physique, il y a l'histoire, tout se conjugue là-dessus. Et ça permet de créer un doute, en général, chez l'interlocuteur. Ça permet un doute. Voilà. Et avec le doute, on peut commencer à discuter. Donc très factuel, ça. Voilà. Des chiffres comme ce que j'ai donné là, les 5% par an de CO2 par an, voilà. Ça, boum. Donc, si par des chiffres, des raisonnements assez bétons, qu'on est capable quand même de supporter, avec toute la science derrière, on peut ébranler les réflexions, les fondamentaux. C'est comme ce qui t'est arrivé sûrement, quand tu as lu le rapport Meadows, c'est un point de baffe, quand on lit sur nos trucs. Dans ce cas-là, on ferait une brèche et on peut commencer à briser tous ces biais cognitifs. Parce que pourquoi tout ça? On a des biais cognitifs. On a des biais d'optimisme, on ne comprend pas les exponentielles, il y a plein de biais cognitifs qui nous protègent quelque part de cette baffe qu'on ne veut pas prendre. Donc voilà, voilà mon approche, mais... Sur la question de la... pour moi, la solution doit passer par une démocratie participative ou une démocratie directe. Et l'expérience de tirage au sort des 150 citoyens, là, pour la Convention climat, c'est quand même une expérience qui montre que des personnes avec un minimum d'informations arrivent à former un jugement cohérent et approprié par rapport à une situation. Ils ont tous dit, voilà, nous, quand on nous a, aux premières séances, quand on nous a présenté l'état climatique, la situation climatique, etc., on a tous pris une baffe, Mais les gens sont capables de comprendre les données scientifiques qu'on leur présente, ils sont capables de se former une opinion, ils sont capables de former des propositions politiques vraiment cohérentes. Et pour moi, la solution, elle passera par la démocratie. Si on s'oriente vers un système véritablement démocratique, pour moi, la démocratie représentative n'est pas une démocratie. C'est peut-être une première étape vers ensuite une démocratie plus directe. Voilà. Mais pour moi, on a besoin d'avoir de la démocratie directe. Et pour moi, dans le cadre de la démocratie directe, les citoyens sont capables de se former une opinion, pour peu qu'ils disposent de l'information, qui soit raisonnée, appropriée, et à partir de là, je pense que le changement politique viendra, C'est extrêmement difficile de critiquer la légitimité d'une assemblée tirée au sort de citoyens qui s'est formée d'après. Macron est un petit peu emmerdé, par exemple, pour justifier ses jokers. Il ne s'emmerde pas, du coup, à ne pas les justifier. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment l'axe prioritaire. Si on a des processus démocratiques,
Mais ce qui inclut pas seulement le vote, hein, pour la démocratie, c'est pas que le vote, c'est la formation de l'opinion et la mise en débat d'opinions contradictoires, de conflits, etc. Et à partir de là, je pense qu'une société est capable de prendre des bonnes solutions. Ça prend pas. Enfin, c'est assez difficile de. On fait pas changer les opinions forcément en parlant avec une personne en face à face. L'opinion, quand il s'agit de choses qui remettent en cause la façon de vivre, c'est plus une question de conversion que d'opinion. Il y a une question de croyance derrière. Il y a un phénomène qui est vraiment religieux dans la croyance dans le progrès technique, dans la croyance dans le progressisme de manière générale, quoi. Et là, on touche vraiment à quelque chose qui est plus de l'ordre de la conversion que de la conviction. Je veux dire, les arguments peuvent porter, mais pas forcément sur tout le monde, pas forcément les mêmes arguments qui vont porter sur tout le monde. Et quelque part, l'avantage qu'on a, c'est malheureux, mais on a tellement de raisons de remettre en question le paradigme actuel qu'il y a forcément des arguments qui porteront, quoi. Mais il n'y a pas de recette. Hein. Je veux dire, l'opinion du pic pétrolier, il va parler à certains, il ne va pas parler à d'autres. D'ailleurs, moi, je l'utilise assez peu parce que si on veut vraiment résoudre la crise climatique, en fait, il faut laisser 100% des ressources disponibles sous terre, quoi. Donc, on ne devrait même pas envisager le pic pétrolier. Mais bon, c'est un argument qui va parler à certains, pas à d'autres. La question de la biodiversité, c'est quelque chose qui va parler à certains, pas à d'autres. L'argument du mal-être au travail, du burn-out, des augmentations de cadence de production, etc., c'est quelque chose qui va parler à d'autres aussi. Voilà, il y a tellement d'angles d'attaque. Et c'est un petit peu ce qu'a tenté de faire la décroissance dans le courant un peu académique français. C'est une sorte de synthèse de l'ensemble de ces critiques de la croissance pour montrer que, voilà, en fait, il y a énormément de courants différents. Peut-être on peut en compter une dizaine si on veut, que ce soit l'anti-utilitarisme, l'antidéveloppementisme, le postcolonialisme, le féminisme, l'écoféminisme. Enfin, il y a un ensemble de courants qui convergent vers le diagnostic comme quoi, voilà, une société de croissance n'est pas viable, n'est pas souhaitable, n'est pas porteuse de bien-être, n'a pas de bien fondé, quoi. Et il y a une thèse qui est parue il n'y a pas longtemps, pour ceux qui ont vraiment beaucoup de temps devant eux, une thèse qui fait 900 pages, qui fait une sorte de synthèse quasi exhaustive de l'ensemble de cette littérature sur la décroissance et sur l'ensemble de ces critiques à la croissance. C'est la thèse de Timothée Paric, PA2RIQE pour ceux qui veulent noter, qui s'appelle The Political Economy of Degrowth, qui est écrite en anglais, désolé. Il travaille sur un bouquin actuellement. Voilà, c'est un collègue, on a coécrit un rapport ensemble. Et c'est un travail qui liste vraiment tous les types d'arguments. Donc à vous ensuite d'essayer autour de vous de convaincre avec différents types d'arguments, mais il y en a qui font mouche, quoi. C'est une minorité de la population qui peut se satisfaire du statu quo. Et en fait, le statu quo même n'est même pas une utopie réaliste dans le sens où les choses ne peuvent même pas continuer telles qu'elles sont. On est en train de détruire les fondements même de ce qui permet à la société d'exister telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc voilà. La question... c'est pas, enfin, à chaque fois qu'on a une proposition dans le cadre de la décroissance, par exemple, c'est « Oh là là, oui, mais vous n'allez pas résoudre tel problème. » Très bien, mais en continuant tout droit, allons-nous résoudre les mêmes crises? Enfin, non plus. Donc, la situation ne va pas s'améliorer en restant comme on est. Donc, bon, les arguments, il n'y a pas de recette. Et c'est là tout le challenge du combat politique. J'ai une annonce très triste qui est que l'organisation aimerait fermer le bâtiment. Donc je vous invite à poser les questions suivantes à l'extérieur de la salle ou en chemin vers la buvette si vous préférez. Bref, voilà. Merci tout le monde en tout cas d'être resté aussi longtemps.